Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit Mathieu Mollard. Mathieu, c'est avant tout un journaliste engagé qui ne craint pas les enquêtes difficiles. Il a travaillé sur les violences policières, les dysfonctionnements de la police. Il a enquêté sur Alain Soral et en 2020, grâce au témoignage d'un lanceur d'alerte, il a même révélé un système de maltraitance et de racisme dans les cellules du tribunal de Paris. Depuis 2015, Mathieu est rédacteur en chef de Street Press, un média engagé, indépendant et sans concession qui n'hésite pas à parler de sujets souvent laissés de côté par les médias classiques, que ce soit les mouvements sociaux ou les dérives de l'extrême droite par exemple. Et je peux dire que personnellement, en tant que spécialiste de l'extrême droite, c'est un engagement que j'ai remarqué et qui se remarque de manière générale. Par exemple, quand j'enquêtais sur les survivalistes, c'est dans Street Press que pour la première fois, j'ai vu souligner des problématiques que j'avais pu observer sur le terrain, par exemple la question des armes à poudre noire ou les entraînements de tir sur cible à forme humaine, des trucs dont absolument personne ne parlait jamais et que Street Press a su mettre dans le débat public avec des enquêtes approfondies, comme celle sur la famille Gallican par exemple. Donc, aujourd'hui, vous l'aurez compris, à l'heure du bruit des bottes, du fascisme triomphant, de Trump président et de Le Pen en embuscade, le travail de Mathieu et de Street Press n'a jamais été aussi essentiel. Je tiens d'ailleurs à dire, avant qu'on commence cette interview, que Street Press a besoin de vous. Ils ont lancé une campagne de financement pour pouvoir continuer à investiguer sur la fachosphère. Vous le savez, on en parle souvent ici, le journalisme indépendant est essentiel face au fascisme, mais nous, à gauche, on n'a pas de milliardaires à la Pierre-Édouard Sterrin pour nous arroser de fric. Donc non, nous, on doit se serrer les coudes. Alors n'hésitez pas à passer sur le site streetpress.com. Normalement, vous avez l'adresse juste au-dessus de ma tête et à donner ce que vous pouvez pour qu'un journalisme indépendant et déter puisse continuer à exister. On en a vraiment besoin. Donc allez faire un tour chez eux. Vous avez l'adresse. Vous savez quoi faire. Et du coup, écoutez, on va commencer tout de suite avec les petites questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je les reprendrai. J'ai reçu toutes vos questions sur Instagram, je les ai notées, je les ai mis dans mon conducteur, comme ça on pourra discuter d'un peu des sujets qui vous intéressent. Et première question, Mathieu, entre Le Pen qui monte, Trump qui a gagné mercredi, est-ce que tu regrettes pas un peu d'avoir choisi une carrière de journaliste engagé? Bah non, parce que au contraire, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on a plus que jamais besoin de ce travail. Je regretterais, et je regretterais pas finalement, je regretterais jamais, parce que le jour où j'aurai plus à faire ce travail, c'est quand on aura gagné la bataille culturelle, qu'on aura réussi à faire reculer l'extrême droite et qu'il y aura finalement plus besoin d'y consacrer autant de temps et autant d'énergie. Et à ce moment-là, je ferai autre chose et avec bonheur. Donc, euh, Tu donc crois que non, tu j'ai pas de verras? regret. J'ai pas de regret là-dessus, mais si je fais du journalisme sur l'extrême droite, c'est parce que je veux combattre l'extrême droite. Parce que, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, je pense que l'extrême droite, c'est comme les vampires, ils craignent la lumière. Et quand on braque les projecteurs sur eux, eh ben, ils se consument. Donc, raconter qui ils sont, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui se cache dans leurs arrière-cuisines, c'est une manière de contribuer au recul de l'extrême droite. Et qu'est-ce qui t'a amené justement vers ce journalisme-là, du coup, vers un journalisme engagé qui va s'opposer à l'extrême droite, s'opposer aux fachos comment toi t'en es arrivé à bosser dans cette direction-là dès le départ, quand tu t'es lancé dans le journalisme, tu pensais faire ça ou ça s'est fait au fur et à mesure de ta professionnalisation? L'engagement, ça faisait partie des raisons pour lesquelles je me suis tourné vers le journalisme, parce que j'ai jamais cru à un journalisme neutre. J'ai jamais pensé que le journaliste, c'était un témoin extérieur du temps qui passe et de l'histoire qui s'écoule. Pour moi, les journalistes, les médias sont des acteurs de la société, au même titre que presque tout un chacun, mais parce qu'ils sont lus, vus par un certain nombre de personnes, ils ont aussi un rôle important dans le débat public. Et donc, j'ai jamais cru à la neutralité. Et après, parce que peut-être c'est mon éducation, peut-être c'est mes convictions, en tout cas, j'ai toujours voulu faire un journaliste qui se bat pour un monde plus juste. Alors dit comme ça fait un peu défilé Miss France, tarte à la crème, mais en réalité, enfin, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que c'est l'inverse que je comprends pas. C'est comment on peut vivre dans une société où il y a des dysfonctionnements graves, Mhm. de la pauvreté, des violences, des discriminations,
et se dire: «Ah, ouais, bof, c'est pas cool, mais je fais rien». En fait, je comprends pas, je suis pas une vache qui regarde le train passer, quoi. Mmh. Soit je me sens obligé d'être acteur de ça, et après l'extrême droite, ben, c'est une somme de choses, j'ai grandi en Alsace, dans un coin où l'extrême droite, pas forcément structurée de manière politiquement, mais dans les discours était extrêmement présente. J'en avais pas vraiment conscience petit, c'est venu avec le temps parce qu'en fait je baignais tellement dedans et pourtant je viens pas d'une famille, d'extrême droite, mais j'avais pas à 10 ans, 12 ans, 13 ans, j'avais pas vraiment conscience du racisme qu'il y avait autour de moi et pourtant, avec le recul, il saute aux yeux. À la fin de l'adolescence, ouais, j'ai été percuté par ça, j'ai vu ça, j'ai constaté ça, très autour de moi bah, voilà, j'ai, 38 ans, j'ai vu, Jean-Marie Le Pen au second tour. En fait, j'ai vu l'extrême droite politique, monter Mmh. et ça a été mes premiers engagements politiques dans un coin où alors si, quand il y a eu, Jean-Marie Le Pen au second tour, ça a été ma première manif, j'étais au lycée, mais c'était ma première manif parce qu'on était aussi dans un coin où il y avait en Alsace, à Colmar pour être précis, il y avait pas de mobilisation il y avait très peu de Mmh. mobilisation sociale. Les lycéens, à mon époque, il y avait pas de syndicat lycéen, par exemple, dans mon lycée, qui était un gros lycée pourtant. Parce que, il y avait pas cette forme de politisation-là, et c'est plutôt une terre de droite, et cetera et donc ça a été ma première mobilisation et ça m'a jamais trop quitté ce sujet et voilà et petit à petit, quand je me suis mis à faire du journalisme quelques années plus tard, Mmh. d'abord en tant qu'étudiant, puis après comme journaliste, ça a été un des premiers sujets que j'ai traités. Mes premiers papiers sur l'extrême droite, j'étais étudiant et j'ai jamais arrêté. Et d'ailleurs, peut-être faut le dire aux gens parce que les plus jeunes ne doivent pas le comprendre, mais le choc de Jean-Marie Le Pen au second tour, ça a été un raz-de-marée à l'époque. Aujourd'hui, on a malheureusement pris l'habitude d'avoir Le Pen qui est à chaque fois au second tour des présidentielles depuis quelques années. On a un Rassemblement national qui fait des scores énormes, mais sur le moment, c'était vraiment une espèce de claque phénoménale pour tout le monde. Mais justement, moi, ça me donne envie de te poser une question, c'est qu'aujourd'hui, on a 126 députés RN, on a des attentats d'extrême droite chaque année, on a 4 morts tués par l'extrême droite en 2022, même 5 morts. La question de l'extrême droite, elle reste finalement extrêmement peu traitée dans la plupart des médias comparativement à ce qu'on pouvait voir dans les années 90. On va pas dire que les gens étaient obsédés par ça à l'époque, mais on était encore choqués, on va dire, d'un Le Pen et tout. Comment est-ce que t'expliques, toi, de ton point de vue journaliste, que aujourd'hui, il y a presque, j'ai l'impression, un désintérêt pour cette extrême droite qui monte et qui est en train de s'imposer partout? Alors je raconterai pas les choses exactement de la même manière que toi parce que, il y a dans les années, enfin je pense pas qu'il faut idéaliser le traitement médiatique de l'extrême droite dans les années 90. Il y avait on retient les bonnes choses qui ont été faites. En réalité, les années 90, c'est aussi les débuts de la banalisation de l'extrême droite à la télévision, qui arrive, de 2 manières. Elle arrive parce que, elle est instrumentalisée par la gauche et par Mitterrand à la fin des années 80, parce qu'il se dit: «Si l'extrême droite gagne un peu de poids politiquement, ça va affaiblir la droite et moi, je serai plus tranquille». Et aussi, elle est traitée dans un certain nombre de médias comme un truc marrant. C'est-à-dire que quand on se replonge dans les émissions de télé des années 90, on a des négationnistes sur des plateaux de télé Hmm. qui racontent des conneries et à côté d'un mec qui va être... en fait, c'est un moment où on va inviter des gens qui viennent d'une secte pour bien se marrer, puis un négationniste et on va se marrer. La télé a fait un peu ce truc-là. Donc le traitement, il me semblait pas idéal et quand Jean-Marie Le Pen, il est au second tour, et dans les années qui suivent, la presse ne traite pas l'extrême droite. C'est-à-dire que, à l'époque, par exemple, le Nouvel Obs n'a pas de rubriqueur extrême droite à temps plein. Moi, quand j'ai fait un stage au Nouvel Obs il y a quelques années, l'extrême droite, elle était traitée par une seule personne qui faisait à mi-temps les Verts
et l'extrême droite. Donc, c'était un peu les Ouais. les seconds couteaux, quoi. Tes rubricards second couteau, deuxième Mmh. division. Et, et à part, Le Monde a été un des premiers, avec Abel Mestre et Caroline Monod, qui ont imposé à leur journal la couverture de l'extrême droite. Ils avaient un blog qui s'appelait Droite Extrême et qui était, dans le paysage médiatique français, le seul qui, à mon sens, avait compris quelque chose. Un, qu'il était très important de traiter l'extrême droite parce qu'il se passait quelque chose et que Jean-Marie Le Pen au second tour, c'était pas un épiphénomène, c'était un truc qui s'installait dans la société. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne pouvait pas traiter l'extrême droite comme n'importe quel autre parti politique. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans énormément de médias, où le journalisme politique ressemble au compte-rendu sportif, c'est-à-dire on fait des Mmh. comptes rendus de match. On dit bah voilà, oh bah hier il s'est passé ça, il y en a. Il y a aucune, il y a très peu de travail d'enquête, il y a peu de travail d'analyse, on fait du commentaire. Et ensuite, on les traite de la même façon, comme si, ce qui revient à dire que le racisme est une idée comme les autres, puisqu'on la traite comme n'importe quelle autre idée. Et au Monde, ils avaient compris ça, que c'était pas possible de faire comme ça, et ils avaient ce blog droite extrême qui s'intéressait à l'extrême droite extra-parlementaire. Mmh. Les groupuscules, les marges. Et ce qui Abel Mestre qui, tenait avec Caroline Monod ce blog avait dit: «Beh, je suis persuadé que les marges éclairent le centre et qu'il faut pour comprendre ce qu'est le RN, il faut comprendre les groupuscules. On ne peut Mmh. pas travailler sur le Rassemblement national ou le Front national, on s'en fout comment il s'appelle, sans s'intéresser aux groupuscules». Et moi, ça a été une réflexion, un point de départ d'un truc que j'ai creusé depuis, sur mais quel est le lien qu'il y a entre ces groupuscules où Marine Le Pen dit: «Non, mais je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Mmh. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux me détestent». Bien sûr, enfin, c'est un grand n'importe quoi et ça va plus loin que ça et donc c'est ce travail-là de un mettre des moyens, traiter l'extrême droite et 2 ne pas le traiter comme n'importe quel autre espace politique. Mais aujourd'hui, on est dans une période, par exemple, où on a vu le terme ultra-droite s'imposer dans la plupart des grands médias, un terme qui vient au départ des services de sécurité, qui n'a pas vraiment de sens, on va dire, si on se réfère à la réalité du terrain, à savoir qu'il n'y a pas d'un côté l'extrême droite des grands partis, de l'autre l'ultra-droite des mouvements violents. On se rend compte qu'il y a en fait une énorme porosité entre les deux, que parfois les membres des mouvements violents sont aussi d'ailleurs dans les grands partis. On pense au GUD et à la Good Connection chez le Front National puis le Rassemblement National. On pense à des attentats comme Claude Siquet, qui était investi par le Rassemblement National et qui a fait l'attentat de Bayonne. Pourtant, en fait, dans la plupart des médias, on a encore beaucoup de mal à réussir justement à créer ce lien entre, d'un côté, ben ouais, cette extrême droite violente et les grands partis politiques. On a même l'impression que plus ça va, plus justement ces fameux chroniqueurs match de foot dont tu parles, d'ailleurs ça m'a fait tout de suite penser à Pascal Pro, hein, qui a fait la transition du sport à la politique. Justement, on a l'impression que pour ces chroniqueurs-là, ça devient une manière très, on va dire, facile ou très utile, en tout cas, d'expurger la violence dans un espèce d'en-dehors des grands partis en mode «Ah mais non, mais il n'y a rien à voir entre l'extrême droite du Rassemblement national et les types qui assassinent, eux, c'est des fous, c'est minoritaire, etc. etc.» Et justement, comment est-ce qu'on peut ramener la réalité du terrain, c'est-à-dire dire aux gens, mais en fait, regardez, aujourd'hui, votre Rassemblement national, non, c'était pas un parti comme les autres, c'était pas un parti banal, c'est un parti qui est lié à des actes violents, à du terrorisme. Comment vous, chez Street Press, vous faites ça? Et je pense particulièrement à la cartographie que vous avez sortie récemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu des initiatives que vous avez sur cet aspect-là? Nous, on fait ça par l'enquête, en fait. Pour reprendre ce que tu dis sur, le terme d'ultra-droite qui vient des services de renseignement, c'est tout à fait et ils ont forgé ce terme pour une raison très particulière. C'est que en France, la loi interdit aux services de police de faire un certain nombre de choses, d'espionner, de surveiller les partis politiques, parce que sinon il y a un risque que le pouvoir utilise des moyens policiers pour faire de l'ingérence sur les partis politiques. Hmm. Mais par une espèce de bonne intention, ils disent: «Bah, attendez, il y a quand même dans cet espace politique des gens qui sont dangereux, donc on est obligé de continuer à les surveiller. Donc on va créer un autre groupe qu'on va appeler ultra droite pour dire:
Et ceux qui sont républicains, alors moi je dis parlementaires dans ces cas-là, puisque c'est, disons, qu'ils se présentent aux élections et qui tentent de conquérir le pouvoir par les urnes. On respecte la loi globale pour tout le monde, on ne va pas les surveiller, mais par contre, ceux qui préparent des attentats, on va les surveiller. Donc d'un point de vue policier, à la limite, je comprends la démarche. Mais quand les médias reprennent ça, comme tu dis, c'est établir une frontière étanche qui n'existe pas. Et je fais une ellipse, mais on a un peu le temps ici, donc je me permets. On peut. Euh, En fait, quand on remonte l'histoire du Front national, c'est même l'exact opposé. Le Front national, il a été créé en 72 avec une idée, un concept qu'explique très bien un chercheur qui s'appelle Nicolas Lebourg, qui est quelqu'un de... Je vous conseille ses livres sur l'extrême droite, si tu as l'occasion de l'inviter, je ne sais pas si tu as déjà fait, c'est vraiment quelqu'un qui est très intéressant. Nicolas Lebourg, il a expliqué le concept du compromis nationaliste. En 72, tous les fachos de l'époque se disent, faut qu'on se mette ensemble, on fasse un compromis de toutes les familles de l'extrême droite pour faire un front commun, le Front national. Et cette idée, c'est une idée de Maurras qui a été théorisée par Maurras. Donc Maurras, c'est un intellectuel antisémite d'avant-guerre qui était très très connu en France quand il y a eu Un des l'affaire Dreyfus. fondateurs de l'Action française. C'est un des fondateurs de l'Action française et à l'époque, c'est un intellectuel très, très, très connu. Enfin, Mhm. aujourd'hui, si Maurras, alors c'est bizarre comme phrase, mais si Maurras existait, c'est quelqu'un qui passerait à la télé. Enfin, c'était quelqu'un de très, très, très connu. Et Maurras, il avait théorisé ça. C'était un royaliste d'extrême droite, antisémite, etc. Il avait dit, bah, il faut qu'on fasse un compromis nationaliste. Et après-guerre, il y avait un groupuscule qui s'appelle Ordre Nouveau. Ordre Nouveau, c'était pas des néo-nazis, c'était des nazis, puisqu'ils avaient collaboré. Donc il n'y avait rien de néo. Eux, ils Mhm. étaient là pendant l'occupation allemande, ils avaient collaboré. Et donc, comme ils avaient collaboré, ils étaient un peu démonétisés dans l'opinion publique. Ils avaient quand même du mal à passer un certain plafond de verre. Et donc, ils ont eu une idée pour finalement se dédiaboliser. On est déjà là à la création Mhm. du FN en 72, alors on n'utilise pas le terme à ce moment-là, de se dire, bah, on va faire un parti, on va réunir toutes les familles de l'extrême droite. Alors, on va prendre notamment les défenseurs de l'Algérie française, à l'époque, qui sont relativement nombreux. Certains viennent de la droite un peu plus classique, d'autres de l'extrême droite, etc. Mais voilà, et on va prendre ceux qui les nostalgiques de Pétain, etc. On va tous se mettre ensemble. On va monter un mouvement qui s'appellera le Front national. Et ce mouvement, pour se dédiaboliser, on va mettre à la tête de ce mouvement le plus modéré d'entre nous, celui qui passe le mieux dans les médias, un certain Jean-Marie Le Pen. Le plus Parce qu'à modéré. l'époque, Notez bien. c'est le plus modéré. Parce que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, c'est un mec qui a été le plus jeune député de France, donc il avait déjà été parlementaire. Il a été directeur de campagne à une campagne présidentielle pour. Il venait des réseaux Poujadis, des comités Tixier-Vinancourt, qui était un truc aujourd'hui, ce serait Ciotti, quoi. C'était la frontière entre la droite et l'extrême droite. C'était Mhm. Ciotti avant qu'il. C'est le passage de Ciotti. Il est Ciotti quand il est chez les Républicains, et hop, il saute et il va dans ce camp-là, quoi. C'est ce truc-là. Et donc Le Pen se retrouve propulsé à la tête de ce projet qu'il n'a pas monté. Euh, et il devient responsable de ça. Comme c'est un bon stratège politique, c'est un homme intelligent, il va maintenir, garder le pouvoir sur tout le monde et jouer sur tous ces courants-là. Mais tout ça pour dire que c'est une stratégie de dédiabolisation des groupuscules, le Front National. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Internet le seul article que j'ai retrouvé sur la création du Front National, c'est un papier du Monde, à l'époque, qui couvre la création du Front National. Et le journaliste note dans ce papier que, tiens, par rapport à un rassemblement d'ordre nouveau, cette fois, ils n'ont pas de casque et de batte de batte de fer en bois. Donc il dit déjà, ah tiens, ils essayent d'avoir l'air présentables. Mhm. Donc en fait, le FN c'est une dédiabolisation depuis le départ, et c'est les groupuscules. Et en fait, le FN est conçu pour permettre aux membres des groupuscules de se présenter aux élections, d'essayer d'avoir des mandats, de débattre, d'apparaître dans l'opinion publique comme une espèce de vitrine légale. Et pendant des années, Jean-Marie Le Pen va d'ailleurs autoriser, il l'a dit dans la presse nationaliste, dans des médias d'extrême droite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la double appartenance. Vous pouvez être à l'Action française et au Rassemblement national. En fait, ou au Front national à l'époque. Le FN, c'est la vitrine légale des groupuscules. Mhm. Et aujourd'hui,
le FN, alors Marine Le Pen va dire: «Oui, mais tout ça, c'était avant, moi, ça a changé» et cetera. Pas vraiment. Le FM a énormément grandi, il a beaucoup plus d'adhérents, donc il y a des gens qui vont arriver directement par le FN sans passer par le sas des groupuscules. Mais à mon avis, les groupuscules, ils continuent à fournir la ligne, l'idéologie, à fournir la com, l'argent. Mm. Tu as parlé de la GUD Connexion, c'est quand même eux qui ont les clés sur, le portefeuille, le marketing et cetera. Elle va fournir des cadres intellectuels. Aujourd'hui, on voit, alors sur Street Press, on sort, et c'est là où je reviens à ta question, après ma longue ellipse, comment on fait? Bah, on illustre ça, on montre ça par de l'enquête. Mm. Ma collègue, Daphné, qui a publié hier ou avant-hier un papier expliquant que, tiens, un jeune de l'Action française est embauché comme collaborateur parlementaire d'un député RN. Bah oui, parce que en fait, ils sont formés, les cadres, par ces groupuscules. C'est par exemple, le FN a beaucoup de mal à monter des mouvements de jeunesse. Tout au long de son histoire, le FN a tenté de monter des mouvements de jeunesse et ça a souvent floppé parce qu'en fait, Mm. ces mouvements de jeunesse, c'est les groupuscules. Absolument. Heu Et et un donc cas d'ailleurs, un cas qui me vient en tête, là, c'est Sébastien Dudognon, qui était président, ouais, c'était président d'une section départementale du Front National de la Jeunesse, qui a, ces dernières années, qui avait été arrêté pour tentative d'attentat à l'explosif contre différents représentants politiques et tout, et qui était pourtant investi par le parti et qui avait justement ce parcours typique du Front National de la Jeunesse, où on retrouve en permanence des types qui ont été dans tous les groupuscules possibles et existants, et qui fondent en fait, ouais, le tissu un petit peu des représentants du FN, ça, et du RN maintenant, hein. C'est assez frappant, hein. il y a une porosité permanente, énormément de cadres sont passés par les groupuscules, à des degrés divers, énormément de quand ils vont coller des affiches, bah, il y a souvent, leurs copains des groupuscules qui font un peu la sécurité, Et ça finit parfois et très mal, hein, ne l'oublions pas, hein, puisqu'il y a quand même le ça finit parfois très meurtre mal. d'Ibrahim Ali par des colleurs d'affiches du FN dans les années 90. Et quand même, il n'y a aucun autre parti qui a directement certains de ses membres ou lors d'actions qu'il a organisées, des gens qui ont été assassinés, comme ça a été le cas avec le Front National, ou des représentants comme Claude Noblia qui avait fait tentative d'attentat contre SOS Racisme. Ça, c'est quand même impressionnant de voir comme cette histoire du RN, elle est laissée de côté. Moi, ça me frappe à chaque fois de voir campagne après campagne, Marine Le Pen pouvoir arriver, s'asseoir sur les plateaux télé, faire sa campagne, et aucun journaliste pour lui dire, mais quand même, vous êtes présidente du Front National puis du Rassemblement National depuis 2011. Depuis 2011, il y a eu telle affaire, telle affaire, telle affaire. Il y a eu l'affaire Claude Herman, il y a eu l'affaire Claude Sinquet, il y a eu l'affaire Sébastien Dudognon, il y a eu ci, il y a eu ça. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme problème de violence dans votre parti qu'on peut rattacher historiquement à tout ce que tu viens de raconter? Pourquoi les médias s'en moquent à ce point-là? Ça peut pas être juste qu'ils sont de connivence avec le Front National, quand même. Il y a d'autres explications. Oh non, non, je pense que enfin, il y a des médias de connivence. CNews est de Oui. connivence avec le Front national, Valeurs Actuelles est de connivence avec le Front national. Après, en plus de la connivence, il y a 2 facteurs, l'incompétence, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la compétence. Heu, tous les matins, sur toutes les radios de France, il y a un grand entretien qui est mené et qui n'est jamais mené par le spécialiste du sujet. Il est mené par le généraliste qui, Léa Salamé ou d'autres, qui sont, sans doute des très bons intervieweurs pour un certain nombre d'entre eux, mais qui ne sont pas spécialistes du sujet. Et donc lundi, ils parlent d'écologie, mardi, ils parlent d'extrême droite, mercredi, ah bah tiens, c'est les JO, donc ils parlent de sport, jeudi, en fait, on peut pas savoir tout sur tout, tout le temps. Et donc, quand Jordan Bardella, sur France Inter, dit le GUD, moi, vous savez, je les connais pas, ces gens-là, Frédéric Chatillon, je sais qui c'est, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas. Pardon? Tu étais en couple avec sa fille? C'est quoi cette vaste blague? Ouais. Et en fait, sauf que je pense que, je crois que c'est Léa Salamé qui faisait cette interview, mais j'en suis pas certain, je dis ça de mémoire, ne sait pas ça. Et donc ne peut pas relever correctement les choses parce que il y a ce manque de compétences. Et la deuxième chose, c'est économique. En fait, les bah,
la radicalité, ça fait le buzz. Cette radicalité démagogique d'extrême droite, etc., elle fait le buzz sur les plateaux télé. Et donc, en fait, c'est l'exemple de la bulle Zemmour. Zemmour, c'est un journaliste d'extrême droite. Et en fait, comme il est journaliste, il comprend très bien les codes des médias. Il sait très bien comment ça marche. Il sait très bien comment s'exprimer, quoi dire pour créer un moment. Ces fameux moments de Léa Salamé. Bon, elle nous écoute pas, mais elle va croire que j'ai un truc personnel sur elle parce que je parle tout le temps d'elle, alors que pas spécialement. Mais ce moment que cherchent tous les médias audiovisuels, cette petite phrase, Éric Zemmour sait parfaitement le faire parce qu'il a passé 30 ans dans les médias. Il a eu un média training qui est incroyable. Il a été chroniqueur dans l'une des émissions télé-magazine la plus regardée de la télé, chez Ruquier, Hmm. bien avant d'avoir son émission sur CNews, etc. Chez Ruquier, il était toutes les semaines dans une émission qui était le grand rendez-vous culturo-médiatico-politique de la semaine de la télévision. Et il s'est entraîné, entraîné, entraîné. Il était chroniqueur là-bas et il sait comment faire. Il sait comment donner la phrase qui fait qu'on va le réinviter. Et Éric Zemmour faisait toujours les meilleures audiences. Et donc, en début de campagne, quand tout le monde a voulu lancer son format politique de la campagne, parce que chaque début de campagne présidentielle, chaque média se dit ouais, pour cette campagne, on a inventé une nouvelle émission, bah, on va interviewer les politiques, quoi. Alors une fois, ils posent des questions de Twitter, une fois, ils posent des questions de sondage, et une fois, enfin bon, bref, avec 3 variantes, mais globalement, ils interviewent les politiques. Mais il fallait Éric Zemmour, parce que comme ça, on s'assurait une bonne audience pour lancer son nouveau format. Donc Éric Zemmour, on l'invitait, on l'invitait, on Hmm. l'invitait comme ça. Et donc, il y a cette surreprésentation de l'extrême droite parce qu'elle fait de l'audience dans les médias et donc on l'invite en permanence. Et le- la campagne Zemmour, il y a eu vraiment une bulle médiatique créée par les médias autour d'Éric Zemmour où il était non-stop à la télévision, tout le monde se battait pour avoir Éric Zemmour. Et à cette époque, nous, le traitement qu'on va en faire, c'est pas de ne pas en parler. Parce que finalement, ça va pas faire éclater la bulle médiatique Hmm. de ne pas traiter Zemmour, même si les autres en parlent tout le temps. Mais plutôt, ça va être d'enquêter pour parler d'Éric Zemmour en disant quelque chose que les autres ne disent pas. Hmm. Et c'est à ce moment-là qu'on va publier cette enquête sur la famille Gallican dont tu as parlé dans ton introduction. La famille Gallican, c'est un groupuscule, quelques individus, hein, franchement, ils sont pas nombreux, ils sont une vingtaine à ce moment-là, qui se réunissent pour s'entraîner dans une forêt au tir sur des caricatures de noirs, de juifs et d'arabes, des feuilles qu'ils ont accrochées à des arbres et ils tirent avec des pistolets à poudre noire sur ces caricatures. Ils s'entraînent au tir dans une forêt. Ben voilà, c'est très clair. Et il se trouve qu'on récupère des vidéos où on le voit. Et le fait qu'il y ait des vidéos, ça montre les choses. Et en enquêtant, on va démontrer que les gens qui tirent sur ces images, qui s'entraînent à tirer sur des noirs, des arabes et des juifs, c'est aussi des militants qui militent pour Éric Zemmour, qui collent ses affiches. Et pareil, on récupère des photos, on trouve des photos sur les réseaux sociaux, on identifie, on croise, etc. Et on va démontrer ça. Et à ce moment-là, en plein Zemmour indien, d'un coup, les médias trouvent ça passionnant parce que c'est une autre façon de Hmm. parler d'Éric Zemmour. Et donc, BFM va m'appeler en disant ouais, on a vu votre enquête et tout, est-ce que vous voulez venir en plateau? Et ce qu'on va faire, c'est monter un plateau sur votre sujet. Il faut savoir que quand BFM vous appelle, en général, c'est pour commenter quelque chose. Ouais, moi, chaque fois, on m'a demandé ça. Chaque fois que j'y suis allé, c'était viens commenter tel fait divers, telle actu. J'ai jamais pu avoir un plateau. Ouais, ça, c'est incroyable. Voilà. Et donc là, ils disent non, non, on va monter un plateau, et ça veut dire que l'actu que d'autres viendront commenter, c'est la vôtre, enfin celle que Waouh. vous avez révélée. Et donc là, on se retrouve à avoir 2 heures de BFM où on a les images qui sont diffusées. En fait, la machine BFM se met en branle et elle fait du BFM. Elle diffuse les images. Stanislas Rigaud, qui est le porte-parole de Génération Z, le mouvement de jeunesse de Zemmour, est invité en plateau pour se défendre. On invite un journaliste de l'Express qui a écrit un bouquin sur Zemmour pour commenter, un député macroniste, et je suis sur ce plateau. Et voilà, et donc la machine qui veut du Zemmour, on lui en donne. Mais sauf qu'on lui en donne en montrant, Hmm. bah regardez ce que c'est.
voilà, ce lien avec les groupuscules violents, il est là sous vos yeux, il est visuel. Regardez le Avec danger, toutes les regardez la limites menace. Ouais, ouais, d'accord. avec toutes les limites que ça, parce que, bah, quand c'est pas à filmer, ça veut dire que ça existe pas. Enfin, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il y a tout un tas de choses, des enquêtes, on en a publié des centaines et des fois, tu as des révélations, tu es là: «Waouh, mais c'est une dinguerie», mais Mm. personne n'en parle. Ouais, mais il y a pas de vidéo, il y a pas d'image, donc ce qui n'est pas filmé n'existe pas Ouais, c'est ce qu'on me disait quand je et bossais sur les survivalistes. Moi, j'ai fait 4 ans d'enquête en infiltration, en immersion dans ces milieux. Et je raconte des trucs de ouf que j'ai vus, des stages en France, hein, où on utilisait des armes de guerre, on tirait sur des cibles à forme humaine, tout ça. Bah, justement, c'est pour ça que moi, j'avais apprécié le reportage sur la famille Gallican. Ça montrait une partie de ce que j'avais pu observer. Malheureusement, il n'y avait pas que des armes à poudre noire, moi, dans ce que j'ai vu. Et impossible quasiment de mobiliser les médias là-dessus parce que ouais, y a pas d'image. Il me disait oui, mais il faudrait aller filmer. Vous avez pas un petit stage où on pourrait venir et tout. Je dis mais ça m'a pris 4 ans. C'est que c'est des milieux qui n'acceptent pas une caméra, qui n'acceptent pas quelqu'un qui connaissent pas. Vous allez trouver les survivalistes de Twitter. Vous trouverez pas les mecs vraiment dangereux qui préparent des attentats. Et c'est vrai que c'est une grosse limite médiatique, mais il y a une autre limite sur laquelle dont tu as parlé tout à l'heure, et j'avais une question justement de Chiara donc d'Instagram qui nous demandait justement par rapport en fait à tout ce qui est un peu des filtres sur la visibilité des discours de peur et de haine. Et la question de Chiara, c'était comment on peut utiliser les médias pour promouvoir des valeurs progressistes alors qu'on sait que ce qui marche en termes d'audience, ce qui est favorisé par les algorithmes des réseaux sociaux et qui va donc faire des vues, c'est la diffusion de la peur et de la haine. Et sur ça, moi j'ajouterais en plus un autre problème, c'est que les réseaux censurent automatiquement et arbitrairement une partie de nos travaux quand ça touche à certains sujets en se basant sur des mots-clés, par exemple parce qu'ils font pas la différence entre un travail critique d'informations sourcées et les fake news de n'importe quel complotiste qui raconte que des conneries. Donc comment est-ce qu'on fait pour informer face à, on va dire, à l'audience et l'attractivité de la peur, de la haine dont on parlait, donc ça c'est un peu ce à quoi tu répondais, mais aussi face à des algorithmes à la fois stupides et racistes sur les réseaux sociaux qui enterrent une partie de nos informations. c'est un enjeu important et la réponse, elle est compliquée. Mais la première réponse pour moi, c'est les médias indépendants. C'est-à-dire qu'il y a aussi déjà créer un écosystème de médias dont, les valeurs sont progressistes, et aussi dont, les valeurs sont pas l'argent pour l'argent. C'est-à-dire que le problème de TF1, à mon avis, c'est pas tant que TF1 soit de droite, c'est que TF1 se pense et se vit comme un panneau publicitaire géant et donc va produire son information uniquement ou principalement pour l'audience qu'elle génère et qui est pour, y accoler de la publicité dessus et donc, c'est, les fameux temps de cerveau disponibles, je crois d'Étienne Moujotte, à l'époque. Notre métier, c'est enfin, il disait: «Notre métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible». C'est-à-dire d'attirer l'attention Mm. des gens pour ensuite, s'en servir pour que des Coca-Cola Co. Utilisent cette attention pour vendre des choses. À partir du moment où la logique des médias est celle-là, c'est problématique. Les médias indépendants n'ont pas cette logique-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de logique économique. On a besoin d'avoir une logique économique parce qu'on ne peut pas, tenir sur la durée sur le bénévolat. Mais c'est donc moi je pense qu'il faut, que les médias indépendants prennent de la force, se développent tous collectivement. Moi je on me dit toujours: «Ouais, est-ce que tu penses que tu es en concurrence avec, je sais pas, Mediapart, et cetera. Non, je pense pas que je suis en concurrence avec Mediapart. Je pense que on doit, nous, médias indépendants, dans notre pluralité, notre diversité, remplacer mon objectif, c'est qu'on remplace les médias mainstream qui ne sont pas indépendants et donc il faut qu'il y ait cette pluralité de médias indépendants. Qui est, finalement La Croix pour moi est un média indépendant. C'est une entreprise de presse dont l'activité principale est de faire la presse. C'est pas exactement ma ligne éditoriale, même si c'est un très bon journal, mais c'est un média Des indépendant. fois, ils ont des très bons papiers sur l'extrême droite, je suis toujours étonné. Franchement, Heu, on s'y attend pas, et des voilà. fois, ils ont des papiers hyper on point Non, sur non, mais certains sujets. Je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais.
Et je trouve que l'important, c'est que cette démarche-là. Ensuite, il y a et donc c'est pour ça qu'on se bat à Street Press pour faire vivre des médias indépendants. C'est pour ça qu'il y a Mediapart. C'est pour ça. Et c'est là aussi que ton travail il est important aussi. C'est les canaux de diffusion. Hmm. Ensuite, il y a la question des algorithmes des réseaux sociaux. Elle est à réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Il y a 50 ans, si on avait lancé Street Press il y a 50 ans, on serait un fanzine Hmm. distribué dans 3 quartiers de Paris. Ouais, faire la Parce qu'on photocopieuse, et ouais, je veux bien. Ouais. a la photocopieuse, etc. Parce que Street Press, quand Joe lance Street Press, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de milliardaire, il n'y a pas de thunes. Hmm. Donc, il fait un crédit à la consommation pour lancer Street Press. C'est Énorme. ça la vérité, c'est qu'il va y avoir des banques qui présentent un projet de média. Aucune banque ne lui prête 1 euro pour lancer un média. Et donc, il revient voir les banques et dit en fait, bon, j'ai abandonné l'idée de média, je vais refaire ma salle de bain. Et là, on lui dit banco, on te file 5000 balles. C'est plus facile en France d'emprunter 5000 balles pour refaire sa salle de bain que pour monter un média. C'est quand même absolument dingue. Et donc, C'est fou. il fait ça, il prend cet argent, il lance le média. Et, euh, et donc, avec 5000 balles, on ne peut pas lancer un média. Enfin, on ne peut pas lancer un média sans Internet et sans les réseaux sociaux. Hmm. Il y a un média papier à lancer, ça coûte des millions si on veut avoir une distribution qui touche l'audience que Street Press touche aujourd'hui. Aujourd'hui, Street Press touche chaque mois des centaines de milliers, plus d'1 million, plus de 2 millions de personnes par mois. Hmm. Et c'est grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Donc il y a cette réalité-là, quand même, qu'il faut pas oublier quand on fait la critique des réseaux sociaux. Euh, Ensuite, il y a tout ce que tu dis qui est absolument vrai, qu'il y a les algorithmes qui créent des bulles, qui créent qui favorisent les propos clivants parce qu'ils créent des réactions que les commentaires font remonter et poussent les contenus à être favorisés par les algorithmes, etc. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on s'appuie sur des gens qui nous regardent, qui nous lisent, qui sont de plus en plus conscients de ça. Et donc, par exemple, quand on va sortir une vidéo, un docu sur YouTube, etc., on voit qu'il y a plein de gens qui commentent pour commenter parce qu'ils savent que ça aide au Hmm. référencement. On s'appuie sur des gens qui partagent, qui vont donner de la force. Et ensuite, nous, on essaye aussi, c'est un travail de long terme, de travailler sur des médiums qui ne sont pas soumis aux algorithmes. C'est pour ça, par exemple, qu'on travaille beaucoup les mails. Hmm. Euh, on crée des newsletters. On a une newsletter qui s'appelle FAF, qui est une newsletter, comme tout le contenu produit par Street Press, entièrement gratuite. En fait, l'intérêt de FAF, si les gens s'abonnent à FAF, bah, c'est nous qui leur envoyons le contenu dans leur boîte mail. Et il n'y a pas un algorithme qui fait le tri, qui dit la newsletter là, pas terrible, je la envoie pas. Celle-là, elle est bien, je vous l'envoie. Donc en fait, c'est pour ça qu'on travaille. En ce moment, on a mis une campagne sur, comme tu l'as dit, on fait une campagne de financement. On va lancer un club, peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Mais quand on va sur les articles, il y a une espèce de box qui s'ouvre qui dit faites un don, laissez votre mail ou j'ai déjà fait un don. Petit tip, si vous cliquez sur j'ai déjà fait un don, en fait ça ferme et vous pouvez accéder à un truc. Mais en fait, le but c'est aussi de dire laissez votre mail pour qu'on puisse vous contacter directement. Notre contenu, on essaie de le faire gratuit pour qu'il reste populaire parce que c'est pas une question d'argent pour être que les gens, même ceux qui n'ont pas d'argent, puissent être bien informés. Mais par contre, il faut qu'on puisse vous adresser des choses. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de récupérer des mails. Mais après ces mails, on fait un travail en envoyant des newsletters éditoriales qu'on espère de qualité, etc. Mais voilà, donc la newsletter, ça peut être une réponse, c'est pas la seule. Mais Mais à un moment, on est quand même bloqué. Par exemple, je crois que vous avez une vidéo il y a pas longtemps que vous aviez sortie sur YouTube qui marchait pas mal. Et à un moment donné, le contenu est passé en plus de 18 ans parce que je sais pas ce qu'on y voyait, quelque chose qui devait déranger un algorithme à la con. Et d'un coup, vous perdez tout le momentum de la vidéo au moment où vous la lancez, qui va plus être montrée à tout le monde, qui va être un peu enterré dans les bas-fonds de YouTube. Ça, c'est quand même, on pourrait dire, une forme de censure arbitraire des réseaux sur laquelle on a si peu de moyens d'action. Enfin, moi, je le vis en permanence avec mon travail aussi. On se sent, enfin, moi, je me sens tellement démuni des fois quand j'ai énormément bossé sur un truc, ça sort, et parce que il y a un mot, une image qui a duré 3 secondes, qui a été vue comme problématique par l'algorithme, et aucun moyen de s'adresser à personne.
pour dire non mais attendez là je suis pas en train de faire la promotion des armes à feu ou je sais pas quoi, on se retrouve à avoir une vidéo enterrée. Moi je trouve, enfin, est-ce qu'on va pas quand même vers un journalisme qui va s'auto-censurer, qui va être en permanence en train de s'auto-surveiller pour satisfaire des algorithmes qui appartiennent à des boîtes privées américaines? Ah si, enfin si, c'est une réalité. La vidéo dont tu parles, c'est un documentaire sur les révoltes après la mort de Naël, il y a un peu plus d'un an. C'est un documentaire d'une heure. Donc t'imagines le travail que ça représente. C'est des mois de travail hein, réaliser un documentaire d'une heure, tourner, monter, motion design, etc. Tous les habillages, les trucs, la musique. Enfin, il y a une musique Hmm. originale sur ce documentaire. Enfin, il y a Et ça vraiment, coûte c'est très une cher, énorme faut le dire travail. aux gens aussi, ça coûte très cher à Ça coûte produire, c'est des énormément de dizaines et travail. des dizaines de milliers d'euros de faire ce Hmm. documentaire-là. On sort ce documentaire, heu, pendant les 3 4 premiers jours, il explose. Il fait 50 000 vues en 3 jours, ça part hyper bien. On est parti, on se dit: «Voilà, si on fait ça, 50 000 vues en 3 jours, ça veut dire» on voit ce que c'est comme courbe. Ça veut dire qu'on va faire, 100 200 300, on va peut-être faire 1 million de vues sur ce documentaire si l'algorithme le laisse et au bout de 3 jours, interdit aux moins de 18 ans et là, il se met à faire 100 vues par jour. Oh là là. Le mur. Et là, ce docu qui est sorti il y a un peu plus de 3 semaines, la limitation aux moins de 18 ans, elle vient d'être levée aujourd'hui. Hmm. Hier, pour être précis. Et en fait, bah voilà, on est content, mais en fait, toute la dynamique, parce qu'un algorithme, il faut comprendre que ça fonctionne par une dynamique. Au départ, ça sort, et là, les gens, les premiers qui regardent, s'ils disent waouh, c'est trop bien, je like, je commente, etc., l'algorithme, il comprend par un algorithme, hein, c'est par des facteurs mathématiques, il dit, bah voilà, ce contenu-là, tous ceux qui le regardent, ils adorent. Donc je vais le proposer à plein de monde, puisque ceux qui le regardent, ils like, ils adorent, ça génère du débat. Et donc, tout ça, c'est une dynamique de départ. Hmm. Une fois que cette dynamique, elle est cassée, elle repart pas, quand bien même on enlève le moins de Ouais. 18. Alors elle va reprendre un petit peu, mais on a complètement perdu cette dynamique. Ce documentaire qui était parti pour dépasser les 100 000 vues en une semaine, va mettre des mois et des mois et des mois pour atteindre ce chiffre, à cause de cette limite. Pourquoi? Parce que la vidéo de la mort de Naël est considérée comme problématique par YouTube. Sauf que c'est un documentaire qui part de ce fait-là. Une vidéo qui a été diffusée sur toutes les télévisions de France sans aucune modération aux moins de 18 ans. C'est-à-dire que ça a été aux 20 h de TF1 sans aucun problème, mais sur YouTube, ah là, non, 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 Hmm. ça c'est pas possible. Donc en fait, effectivement, il y a totalement cette censure-là. Elle existe et elle pousse à s'autocensurer. C'est la réalité parce qu'on se pose quand même la question quand on fait un travail comme ça de plusieurs mois. Bah, là, il y avait pas le choix, mais des fois, on se dit: «Bah, cette image-là, on va pas la mettre» parce qu'en fait, on sait que tout le travail, il va être invisibilisé si on met cette image-là. Donc il y a des images qu'on ne met pas, donc bien sûr qu'il y a Hmm. une forme d'autocensure. On euphémise notre Heu, travail, ouais, au bout d'un moment. on euphémise notre Hmm. travail. Après, on essaie de trouver c'est ce que je dis, de travailler sur les emails, de travailler sur, convaincre les gens à venir directement, on fait des projections, on fait des événements physiques, on Hmm. essaye de faire plein de choses, mais ça demande une énergie de malade, en permanence. Et puis les gens le savent peut-être pas, mais en plus, il y a, par une part de la fachosphère, une instrumentalisation de, on va dire, cette absurdité algorithmique, où il va y avoir des signalements de masse, notamment sur TikTok, ils sont très organisés sur ça, un peu moins sur YouTube, mais on le voit, ça commence à se faire de plus en plus. Ils vont signaler en bloc une vidéo en disant ah, cette vidéo, il y a nudité et acte sexuel. Par exemple, moi j'ai déjà eu des vidéos à moi qui étaient signalées pour ça. Il y avait personne n'était nu, c'était moi devant ma bibliothèque. Mais le signalement de masse fait que l'algorithme, par précaution, met tout de suite la vidéo dans les vidéos à invisibiliser. Après, bah, moi, je fais la réclamation, je vais dire excusez-moi, désolé, nanana, mais en fait, il n'y a rien. Résultat, 4-5 jours plus tard, ou des fois 10 jours, 15 jours, je récupère la vidéo. Mais comme tu disais, c'est trop tard, c'est foutu. Et finalement, en fait, ça démontre, et je pense qu'il faut quand même le dire aux gens, à quel point c'est dur d'informer sur certains sujets aujourd'hui et de faire du journalisme sur les réseaux. Parce que, en fait, on se bat déjà sur des sujets très complexes, parce que parler de l'extrême droite et tout, ça a des conséquences, on en parlera tout à l'heure. Mais en plus de ça, ça ajoute une dimension qui est celle de. Il y a le problème des réseaux sociaux, il y a des raids de FAF, il y a quand même tellement de choses à prendre en compte qu'au final, parfois, on est un peu tenté d'abandonner quand on se sent, je trouve, très seul. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu ressens aussi dans ton travail, ce côté.
c'est sidifiant, quoi. Au bout d'un moment, on est là, on pousse le rocher, on a l'impression que ça s'arrête jamais. Oui, on le ressent, malheureusement, on le ressent. Je pense qu'on a la chance à Street Press déjà d'être une équipe. C'est quand même un truc de bah, tous les jours quand je vais au bureau, j'ai mes collègues, donc c'est un combat qu'on mène ensemble. Et aussi un truc, c'est que nous, on essaye de plus en plus de sortir aussi un peu d'Internet uniquement, en organisant, en allant sur des événements, en organisant des discussions, des rencontres, en allant dans des festivals, plein d'endroits différents parce que ça permet déjà de casser la verticalité de. Alors, c'est aussi une des forces de Twitch d'ailleurs. Hmm. C'est qu'il y a moins. La télé, c'est la verticalité absolue. C'est tous les jours, on vous donne la bonne parole et vous regardez, vous entendez. Vous pouvez pas réagir à votre télé. Vous pouvez casser votre télé, mais à part ça, vous pouvez rien faire d'autre. Euh, Internet, c'est déjà une pente moins verticale, avec, selon le médium, plus ou moins d'horizontalité. Twitch, on peut interagir, etc. Alors, c'est pas totalement horizontal, puisque c'est toi qui as la main Hmm. sur ce qui est cité, pas cité, mais les gens peuvent dialoguer entre eux, commenter, et voilà. Quand on organise une rencontre, quand on monte un stand, quand on monte un stand, alors oui, certes, on est chacun d'un côté du stand, mais on à la même hauteur et on se dit les choses, on discute, quoi. Et c'est hyper intéressant. Et donc, bah, on organise de plus en plus et dans des endroits variés. On a été à la fête de l'UMA, on avait un stand, et on était au Grand Festival, un festival de rap où on avait un stand aussi. Et c'est Hmm. pas les mêmes publics, les mêmes gens qui se disent pas la même chose. Je suis allé à Perpignan il y a 2 semaines, je vais à Toulon, dans 1 ou 2 semaines, je vais à Montpellier, 2 semaines après, enfin voilà, on essaie d'organiser comme ça des rencontres Et ça pour répond à voir les un gens. truc, ça répond à un truc qui a été souligné par quelqu'un dans le chat tout à l'heure, c'est Jeanne qui nous disait le problème qu'on a aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'au bout d'un moment, on est dans une petite bulle où on s'adresse toujours aux mêmes personnes et c'est extrêmement difficile d'en sortir et de venir chercher les non convaincus. Et on est un peu enfermé avec le public des gens qui sont militants, antifa, qui sont contre l'extrême Ah! droite. Tu vois, comment s'en extraire? Peut-être qu'aller au Grun Festival, c'est une solution, par exemple. Bah, c'est ce qu'on se dit, c'est pas miraculeux, mais c'est ce qu'on essaye. Et puis, aller à Perpignan où le maire c'est Louis Alliot, Hmm. un cadre du Rassemblement national. Alors ça veut pas dire que ceux qui vont venir dans la salle, ça va être des gens qui votent Louis Alliot, mais c'est quand même des gens qui, eux, vont pouvoir utiliser les arguments, les éléments quand ils vont le lendemain, quand ils iront faire la course, parce que des électeurs de Louis Alliot, ils en croisent tous les jours. Hmm. Donc c'est aussi sortir de cette bulle, voilà. Et après, ça a 2 intérêts. C'est sortir de cette bulle et c'est aussi se donner de la force, tu vois? Ce que tu dis, le côté, c'est Sisyphe qui pousse, sa boule à l'infini. Bah, quand tu vas sur un événement et que tu croises plein de gens qui te disent: «Bah, vas-y, c'est cool, j'ai aimé ce que j'ai vu tel truc, j'ai lu tel truc, c'était cool, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut vous aider? Est-ce qu'on peut faire des trucs ensemble et tout?» Ça fait un bien Et de ouais. dingue, et c'est vrai que c'est bon pour nous et on en a besoin nous aussi de tout ça. Bah moi j'adore les events, j'aime beaucoup être invité à faire des conférences, des trucs comme ça et tout, mais parce que justement je rencontre les gens et que ça me redonne du boost, mais il y a quand même je trouve un petit peu un prix à payer, c'est aussi le coup de stress avant d'aller dans ce genre d'événement, pas de la prise de parole publique, mais plutôt des menaces, parce que moi je reçois énormément de menaces et je pense que c'est aussi votre cas. Et justement je voulais savoir comment est-ce que tu gères ça, comment est-ce que tu gères le fait de parler de l'extrême droite, est-ce qu'il y a des menaces? Peut-être que vous n'en avez pas, j'en doute fortement. Si on a, comment est-ce que tu les gères? Et comment tu fais dans la vie de tous les jours pour faire des arbitrages? Moi, je sais que j'ai annulé, je devais par exemple faire une conférence à Lyon l'année dernière. J'ai dû l'annuler tellement j'avais de menaces. À ce moment-là, j'étais dans un bad buzz. J'avais un ancien néo-nazi qui avait lancé sa communauté sur moi. J'étais complètement sous l'eau à cause de ça. J'ai dû annuler. Comment est-ce que toi, tu fais pour gérer ça? Alors, est-ce qu'on a des menaces? Oui, bah, je vais reprendre l'histoire de l'histoire sur la famille Gallican, là, les soutiens de Zemmour qui s'entraînaient à tirer dans une forêt. Il y a ce fameux plateau sur BFM TV, et là, je me retrouve face à Stanislas Rigaud, de militant de chez Zemmour, quoi, de Génération Z, les jeunes de chez Zemmour. Et lui, il a une com bien rodée, il arrive, il dit, bah, je vous remercie, votre enquête est salutaire.
nous allons écarter ces moutons noirs, pour reprendre l'expression de Bardella. Heu on va écarter ces brebis galeuses du mouvement, il y a pas de problème. Et là, je dis: «Bah, très bien, excellente nouvelle!» Et Thaïs Descuffon, Damien Rieu, et j'énumère tout un tas de militants Mmh. qui viennent de groupuscules dissous, donc interdits par le gouvernement et qui militaient ouvertement au sein des de chez Zemmour. Donc eux aussi, vous les écartez et j'ai une longue liste comme ça. Et donc il se retrouve un peu coincé, quoi, parce qu'il peut pas annoncer en direct sur BFM TV qu'il vire, Damien Rieu, Thaïs Descuffon sans référer à personne. Là, Mmh. c'est l'apocalypse chez Zemmour, Il est tout seul s'il vire. après. Il est tout seul. Sauf que ce que je à ce moment-là, je viens de faire quelque chose sans en avoir absolument confiance, c'est que je viens de citer absolument tous les plus gros influenceurs d'extrême droite de France. Et ouais. Tous, parce qu'ils sont tous chez Mmh. Zemmour à ce moment-là. Et ce débat se passe comme un débat, normal. Stanislas Rigaud, bon, c'est un débat de plateau télé, hein, il est poli, on se dit au revoir en partant, voilà, ça va pas plus loin. Et je rentre chez moi, dans ma banlieue, grâce au taxi payé par BFM TV, et là, je vois mes mentions sur les réseaux sociaux, mais qui explosent. Mais un truc de comme ça ne m'est jamais arrivé. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des milliers, des milliers et des milliers de mentions en continu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, Damien Rieu, Thaïs Descucfion, Baptiste Marchais, Oh Papacito, putain, les et hommages. cetera, me mentionnent tous en même temps sur leurs réseaux sociaux, en mode: «Allez lui expliquer ce qu'on pense, ce que vous pensez de lui», et cetera. Et ils mentionnent Oh là tous mes là. réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne mentionnent pas qu'un réseau social. Ils mentionnent Instagram, Twitter, Facebook, tous mes comptes. Mmh. Et là, j'ai des dizaines et des dizaines de milliers de fachos qui vont sur mon compte. Enfin, Instagram, à ce moment-là, j'avais un compte Twitter qui était plutôt suivi, et j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, et un compte Instagram. Aujourd'hui, mon compte Instagram n'est pas hyper suivi, mais à l'époque, c'était genre 50 personnes, il y avait mes potes et basta, quoi. Mmh. Je postais des photos, comme tout le monde, de mes vacances et de la montagne et de machin, quand voilà, ça allait pas plus loin. Je parlais pas de journaliste quasiment sur mon compte à ce moment-là. Et sauf que sur Instagram, on voit le nombre de gens qui voient une story. Et là, j'ai des 25 000 vues sur une story alors que j'ai 40 Ouais. abonnés. Heu et donc là, les menaces de mort, les insultes, mais c'est un truc de dingue. Ils vont faire un hashtag en disant que c'est une histoire un peu compliquée, mais en gros, ils vont dire que Mathieu Mollard est l'anagramme parfait de Mamadou Hitler. Oh putain. Et donc, il va y avoir un hashtag sur Twitter Mamadou Oh là là Hitler, là là. et donc il va y avoir, mais genre 10 000 tweets hashtag Mamadou Hitler. Oh C'est putain. complètement délirant. C'est Et donc fou. là, le tombereau d'insultes, de menaces, il est fou. Il est fou. À ce moment-là, il est fou. C'était la première fois. Des menaces, j'en avais depuis longtemps, des insultes et tout, mais là, le volume, en fait, il est dingue. Et jusque-là, j'avais toujours bien géré personnellement, émotionnellement, tout ça, en considérant, et c'est toujours ma vision des choses, c'est qu'il y a le personnage «public» entre guillemets que je suis, Mathieu Mollard, qui, va sur BFM TV, qui parle sur, Twitter, qui vient dans ce Twitch pour discuter, et il y a le Mathieu Mollard de sa vie perso, je dissociais les 2. Ils ont trouvé, parce qu'ils étaient des dizaines de milliers, des failles, des petites passerelles qui existaient entre les Mmh. 2 personnes. Ils ont trouvé un chemin, et ils se sont mis à trouver certains de mes proches et à menacer mes proches. Et ouais. Et c'est là où ça m'a fait dégoupiller, où là, j'étais là genre: «Non mais». Là, c'est là où je l'ai mal vécu, et c'est la première et la seule fois où je l'ai vraiment mal vécu. Heu, alors depuis, j'ai cliné pour que ces passerelles, soient disparaissent. Mais voilà, et aujourd'hui, bah, comment je gère? D'abord sur les réseaux sociaux, la vérité c'est que je soit sur mes co enfin Twitter, Instagram, et cetera,
Je ne montre jamais mes proches. En fait, les proches que je montre, c'est des proches qui peuvent être journalistes, etc. Mais donc, qui sont déjà des gens exposés, entre guillemets. Hmm. Mais après, des gens de ma vie de tous les jours, en fait, je les montre pas sur les réseaux sociaux pour que eux ne soient pas attaqués, atteints. Je coupe les réseaux sociaux enfin voilà, Twitter par exemple, c'est quand même devenu une énorme poubelle. Ouais. Des fois, je fais un tweet, j'éteins Twitter et je le rallume le lendemain et je fais ah tiens, j'ai eu 500 messages d'insultes. Ok, cool. Mais comme je coupe, je passe à autre chose, je fais pas gaffe, faut un peu se déconnecter en fait finalement de ces réseaux Et il y a sociaux-là. Et je sais que je me dis, il y a peut-être un truc à dire aux gens aussi qui nous écoutent maintenant, c'est que le soutien, du coup, à votre travail chez Street Press, il est essentiel parce que quand on vit des choses comme ça, au moment où on les vit, bah, en fait, savoir qu'il y a un vrai public qui nous suit, pour qui notre travail compte, qui comprend que c'est important, que on n'est pas juste là pour faire du divertissement, des vues, enfin, on n'est pas là pour gratter des vues, quoi. On est là parce que ce qu'on fait, c'est aussi difficile. Et les ouais, messages d'amour, les gentils messages, en fait, c'est tellement important dedans, quoi. N'hésitez jamais à commenter sous une vidéo YouTube ou carrément. quoi, un petit mot gentil, parce que on en a vraiment besoin. J'ai vu des gens dans le chat qui disaient, mais pourquoi nous on fait pas des raids de gauche? Mais n'allez pas faire des raids en harcelant les gens, mais par contre faites des raids de soutien, ça marche tellement Bien bien, sûr, tellement c'est bien. hyper important. C'est hyper important. Et puis ça, en fait, si ce qu'on fait, on a l'impression que ça sert à rien, et qu'en plus on est insulté, menacé, à un moment on arrête quoi. Enfin, Mm. c'est pas un kiff hein, de se faire insulter, se faire menacer. Donc avoir des gens qui nous disent de soutien, des messages gentils et qui disent bah ouais, c'est utile ce que vous faites, voilà, c'est vraiment important. Ça nous fait vraiment énormément de bien et ça, c'est clair, c'est hyper important. Et donc, moi, sur le numérique, j'arrive assez bien à gérer. Sur les trucs dans la vie de tous les jours, déjà, j'ai la chance d'habiter en région parisienne. Et en fait, je l'ai mesuré en travaillant, en discutant avec des confrères ou des gens qui habitent dans des plus petites villes. C'est hyper chaud. C'est-à-dire que moi, là où j'habite en banlieue parisienne. Statistiquement, les risques que je croise par hasard, un, Mm. un facho au sens un membre d'un groupuscule militant, etc., là où j'habite et qui pourrait s'en prendre à moi, sont quand même très 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 faibles. Là où j'habite, vu la densité de population, vu la sociologie de là où Mm. j'habite, mais ben, j'ai un confrère qui habite dans une ville moyenne de l'ouest de la France. Il emmène ses gamins à l'école, il y a un néo-nazi qui le prend en photo en train d'emmener ses gamins à l'école. L'enfer. Mais l'enfer du truc, Ouais. l'enfer du truc. Et en fait, tu vois, tu parlais d'aller à Lyon. Moi, là où je fais le plus attention, c'est justement, ouais, quand je vais, je me souviens être allé à Valence, en France, pas en Espagne, et que là, un mec, un identitaire du coin sur qui j'avais écrit, il avait répondu à un tweet en disant je serai à Valence là, il dit ah, j'espère qu'on va se croiser, trois petits points. Voilà, le message est clair. Et dans ces cas-là, bah, ça implique de prévenir les organisateurs, qu'il y ait une sécu qui soit présente et renforcée sur l'événement, de faire attention. C'est vrai qu'il y Mm. a des moments où on a, dans les périodes où les menaces s'intensifient, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais on devient un peu parano. Ah, Il y complètement. avait Moi, il y a des moments où dans les bars, je me mettais jamais dos à la rue, quoi. Moi, Je, c'est tout le je- temps. Je veux et plus, moi. genre, voilà, et je passe à la rue pour voir les gens arriver, pour pouvoir réagir. Et donc, ouais, il y a une espèce de paranoïa. Après, faut essayer pour se protéger soi-même, de mettre à distance, et moi, il y a un truc qui me rassure. Dans ma jeunesse, ado, je me suis fait casser la gueule, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, tout ce qui me rassure, je me dis, c'est pas si grave de se faire casser la Ah gueule dans non, non, la non, non, vie. non, faut pas penser comme ça. Non, 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 je suis pas d'accord. Non, mais on devrait pas penser comme ça. Moi, c'est ça qui me Non, touche. non, mais il Ce que faut tu me dis, ça me continuer à touche vivre quand beaucoup. même, tu vois. Non, mais parce que je vis la même chose et je me dis, mais j'ai déjà eu ces pensées, je les ai déjà eu en me disant, bon, bah, au pire, ils me mettront une droite et tout, en espérant qu'il n'y ait pas un couteau, je sais pas quoi, mais je me dis, on devrait pas penser à ça et je me dis, mais comment on en est arrivé à vivre dans un monde où faire du journalisme et informer, ça nous met dans une telle situation? Enfin, est-ce que toi, ça fait quand même un certain temps que tu es dans le journalisme, j'ai quand même l'impression que ça Ouais. s'empire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'approcher d'une manif d'extrême droite, ça devient
Enfin, je veux dire, moi, je m'approche d'une manif d'extrême droite pour faire des interviews. J'avais pensé le faire à un moment. Je me suis dit, mais je voulais aller au meeting de Zemmour, des trucs comme ça. Je m'étais dit, ouais, non, mais laisse tomber, tu vas te faire rentrer dedans. C'est plus possible, quoi. C'est très compliqué. Moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, j'ai couvert, je couvrais tout ce qui existait de manif d'extrême droite. Enfin, Hmm. franchement, j'ai couvert le C9M. Le C9M, c'est un rendez-vous au mois de mai où les néo-nazis de France se réunissent pour, alors, les nationalistes révolutionnaires, qui est le terme un peu intellectuel pour dire néo-nazis, hein, Hmm. se réunissent pour commémorer la mort d'un des leurs qui est mort quelques années, il y a quelques années. Et depuis, le GUD et un moment troisième voie de Serge Ayoub organise un grand rassemblement chaque année à Paris. C'est des vidéos que tout le monde a vu, enfin, qui ont beaucoup été médiatisées depuis 2-3 ans. On voit des gens en noir, cagoulés. Voilà. Ça a fait des polémiques ces 2 dernières années, mais en fait, ça existe tous les ans depuis des années. Hmm. Et moi, je crois que c'est en 2015, j'avais couvert le C9M. Bon, je te dis pas que c'était dans la joie et la bonne humeur, mais j'étais arrivé, je m'étais signalé aux flics en disant: «Bonjour, je suis journaliste, je fais mon travail. Sous-entendu, votre taf, c'est si je me fais embrouille, c'est de venir me sauver le cul. Vous êtes Hmm. payé pour ça, hein». Et d'ailleurs, il m'avait dit: «Bon, bah, écoutez, s'il vous plaît, restez un peu sur le côté de la manif parce qu'on n'aimerait pas avoir à charger, 500 néo-nazis pour aller vous chercher». Hmm. Je lui ai fait: «OK, je vais faire gaffe». Et j'avais été insulté, mais c'était pas allé plus loin. Et après, j'avais couvert plein d'autres manifs d'extrême droite et j'étais même pas insulté. En fait, quand on était face à face, ça se passait bien. Mais l'époque n'était pas la même. Et puis, j'étais pas identifié comme je Hmm. le suis aujourd'hui et comme tu peux l'être aujourd'hui. Et aujourd'hui, je n'irais pas à ces manifestations ou si j'y allais, ce serait, enfin, j'arrive, je me colle à une voiture de flic et je peux pas, parce que on va pas, enfin, j'ai pas envie de rentrer dans un affrontement physique, c'est pas mon travail, je suis pas combattant de MMA, moi je suis Hmm. je suis journaliste et je vais pas mettre ma victoire à être plus fort que qui que ce soit physiquement Parce que peut-être pour et donc expliquer aux gens, aujourd'hui, on est des collabos. Les gens nous voient comme ça. On est les collabos de toutes les théories complotistes, telles le grand remplacement, ou ce genre de trucs qui ont éclos dans la fachosphère. Et du coup, on est vus comme des ennemis. Moi, je suis identifié, toi, c'est pareil, comme des ennemis de cette extrême ouais, droite. Et ça légitime pour eux d'avoir recours à la violence contre nous. tout à fait, tout à fait. Après les meetings, quand on est journaliste, c'est un poil plus faisable parce que, bah, le parti est quand même garant de la sécurité. Alors il y a eu les exemples de Villepinte avec Ouais, c'est ce que j'allais Zemmour dire. Hmm. qui était quand même signe du grand amateurisme des équipes de Zemmour à ce moment-là. Le RN est un peu plus professionnel. En vrai, ils ont pas vraiment intérêt à ce qu'un journaliste ou un twitcher, se fasse agresser, dans un meeting. Et moi, je mets un point d'honneur à m'accréditer et à me signaler, en fait, dans ces trucs-là, parce que comme ça, je dis: «Je viens, mais moi, je vous ai rien fait, je vous l'ai pas fait à l'envers, hein. Je me suis Hmm. accrédité. C'est votre job maintenant qu'il m'arrive rien». Donc je Hmm. m'accrédite, je me signale, je porte mon petit truc presse comme ça, si il m'arrive quelque chose, c'est votre responsabilité parce que moi j'ai fait les choses correctement Hmm. et donc c'est un peu plus faisable dans des trucs comme ça mais ça a complètement changé ma façon de travailler. Aujourd'hui, mes sources, d'extrême droite, parce que j'en ai, c'est mon travail d'avoir des sources au sein de l'extrême droite. Je les vois autour d'un café. Le problème, c'est pas tant de les voir, c'est d'en trouver des nouvelles. C'est-à-dire que Hmm. l'avantage d'aller à des événements, des meetings, des manifestations, c'est qu'on rencontre des gens et que ces gens-là peuvent devenir des sources, au fur et à mesure. Là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Oui, puis quelqu'un disait, de toute façon, maintenant, le RN, il laisse plus rentrer les journalistes. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là. Il n'y a pas que le Tout RN, à les fait aussi. macronistes aussi, les partis politiques aiment de moins en moins que les journalistes soient là. Ils trouvent que c'est très bien de faire leur com sur les réseaux sans nous et ça nous facilite pas la tâche. Mais sur un autre sujet, il y a, enfin, en restant dans la même dynamique, c'est pour dire on a aussi une menace autre que les menaces physiques qui se développe de plus en plus. Je parlais tout à l'heure de Pierre-Édouard Sterrin, là, le milliardaire d'extrême droite, créateur de Smartbox, dont on a appris par l'UMA il y a quelques mois qu'il avait décidé de mettre beaucoup, beaucoup d'argent pour, je cite, installer le RN au pouvoir. Et dans son plan, allez voir le plan sur le site de l'Humanité, c'est incroyable, hein, c'est vraiment un truc de méchant de James Bond. On voit qu'il y a une partie des fonds.
Ah non, mais c'est ouf. Et il y a une partie des fonds qui sont alloués à ce qu'il appelle une guérilla juridique contre ses ennemis. Et les ennemis, bah, il y a les médias dedans, et ça, c'est quelque chose qui touche de plus en plus la presse. J'en parle souvent avec d'autres journalistes que je connais qui sont hyper emmerdés pour ça. Moi-même, j'en ai fait les frais il y a pas longtemps. Et on se mange des procédures bâillons qui sont faites par des gens qui ont du fric, qui ont du temps à perdre, qui savent que ça n'aboutira à rien, mais qui espèrent nous dissuader de travailler en nous étouffant bah, sous les plaintes, en fait. Et je sais que c'est déjà arrivé à Street Press. Comment est-ce que vous vivez ça? Comment vous faites pour gérer? Et est-ce que jusque-là, vous avez réussi à vous en sortir à chaque fois? Alors, c'est déjà arrivé, c'est plus que ça. Je crois, de mémoire, qu'en ce moment, on a 8 procès. Ah ouais, putain. On en a tout le temps à peu près ce nombre-là. C'est-à-dire que quand des procédures se finissent, en fait, il y en a d'autres qui se rajoutent et c'est en continu qu'on a des procès. Ma collègue Lina était au tribunal lundi. Le prochain procès, il est dans 3 semaines, je crois. Voilà. Donc il y en a beaucoup. Il faut savoir que les procès, qu'on les gagne ou qu'on les perde, ça nous coûte de l'argent. Parce qu'on a une avocate, Valentine Roberio, qui fait très bien son travail et qui est payée pour ça. C'est bien normal. C'est son métier. Moi, quand j'écris des articles, je suis payé pour. C'est mon métier. Mm. C'est pas du bénévolat et je trouve ça normal qu'elle soit payée aussi. Donc ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte du temps aussi. Parce que un procès, il faut le préparer. Ça prend pas mal de temps. Ensuite, le procès, il faut aussi et ça nous coûte, il y a aussi des coûts cachés. C'est-à-dire que, en fait, nous, on fait relire énormément de nos enquêtes en amont de leur publication par notre avocate pour bétonner des trucs. Encore hier, on a fait relire un papier par notre avocate pour un Mm. truc qui doit sortir bientôt. Donc, tout ça, ça a des coûts. Donc, ça nous coûte très, très cher. Et ça nous prend beaucoup de temps. Et là-dedans, c'est pas que l'extrême droite. Mais l'extrême droite est une partie de ces plaintes. Sur les 8, il y en a 2 ou 3 qui viennent de l'extrême droite. Il y a quelques mois, mes collègues Daphné et Arthur ont révélé que les Axel Lousteau, qui est un ami de longue date de Marine Le Pen, ancien élu Front National, mais qui est aussi un ancien cadre du GUD, donc un groupuscule néo-nazi, qui fait partie de cette fameuse GUD Connection, de ces hommes d'affaires Mm. d'extrême droite, néo-nazis. Hein. Axel Un Lousteau, proche c'était de un Marine Le Pen, néo-nazi, hein, il faut le dire, un proche de et Marine Le Pen, aussi ami très de proche de Marine Le jeunesse, Pen. tout ça, ouais. Voilà, et qui est toujours un néo-nazi. Enfin, Mm. c'est pas dans sa jeunesse seulement. Mm. Axel Lousteau, son fils Gabriel est au GUD. Enfin, c'est vraiment un mec C'est violent, son fils qui avait radical. agressé un jeune homme, je crois, gay au moment des législatives en le tabassant, en lui disant ici c'est comme l'Allemagne nazie, c'est cette histoire-là, c'est ça? Ouais, et puis en disant je vais casser du PD. Hmm, Ouais, ouais, c'est hmm, une belle famille, bonne ambiance. Gabriel Lousteau, parallèle sur la conversation de tout à l'heure sur les liens avec le RN, Marine Le Pen, elle l'a vu grandir. Il y a des photos hmm, de Gabriel Lousteau à Montretout. Enfin, hmm. le Montretout, c'est le domicile des Le Pen. Axel Lousteau, c'est un ami de longue date de Marine Le Pen. Enfin, il a été mis en examen dans des procès sur les financements du Rassemblement national, etc. On n'est pas loin là de Marine Le Pen, on est au tout premier cercle. Hmm. Et Gabriel Lousteau, il est très riche, notamment grâce au business de sécurité. Il est à la tête d'une galaxie d'entreprises. Une partie est dans la communication et une autre partie encore plus importante est dans la sécurité Et privée. tu voulais dire Axel Lousteau, là, t'as dit Gabriel Lousteau, c'est Axel Lousteau qui est... Axel Ouais, Lousteau, ouais, c'est pardon. ça. Ouais. Hein. Hmm. Gabriel est aussi salarié de la boîte de papa, hein, c'est pas drôle. Évidemment, évidemment. Et, Axel, Axel, il est donc à la tête d'un petit empire, d'une très grosse boîte qui pèse des millions et des millions et des millions de sécurité privée. Et on a révélé qu'ils avaient plusieurs contrats avec la RATP, la Cité des Sciences, donc de l'argent public qui servait, qui Hmm. tombait dans les poches d'un néo-nazi. Euh, on parle, pour la Cité des Sciences, on a pu chiffrer de 8 à 10 millions d'euros d'argent public qui Ah atterrissait ouais. dans sa poche. C'est pas 2000 balles, quoi. Vous captez C'est 8 c'est- à 10 c'est- millions d'euros donnés d'argent public à un néo-nazi Plus qui que est ça, même... parce que c'était un contrat. Il y avait aussi la RATP. Ouais. C'était des dizaines de millions d'euros de contrats d'argent public.
Il se trouve que juste après la publication de notre article, un mois après, il y avait un renouvellement d'appel d'offres sur la Cité des Sciences pour un contrat à 15 millions d'euros. Et il a perdu. Ah, Est-ce que ce serait lié à la publication de notre article? Nul ne le sait. nul ne le sait. Est-ce que vous avez peut-être fait perdre 15 millions d'euros à un néo-nazi? Mais soutenez Street Press, bordel, vous rendez compte? Vous vous rendez compte? 15 millions, de faire perdre 15 millions d'euros à un néo-nazi, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Tellement important. Donc, donc il est un poil chafouin, Hmm. et donc il nous attaque. Évidemment, évidemment. Et donc il va justifier un préjudice est conséquent. Il faut savoir que les montants demandés dans un tribunal sont proportionnés au préjudice. Et Ah. donc, là, le préjudice, il est chaud. Et donc, en fait, on va se prendre des demandes en centaines de milliers d'euros, etc. Donc, alors, c'est notre travail. J'espère qu'on va gagner. Mais voilà, il y a ça, il y a un attaché parlementaire qui est. Non, un candidat aux législatives sur une liste RN. Qui est pas content qu'on ait dit qu'il était catho-intégriste, etc. Bref, des trucs comme ça, voilà. Mais Et c'est excitant, ça prend du temps, ça coûte très cher, et à la fin on perd de l'argent, parce que même quand on gagne un procès, bah, la justice dit bravo, vous avez bien fait votre travail, non-lieu, et voilà. Les frais hmm. d'avocat, du tout, rien, zéro wallo, que dalle, 0 €. C'est pour notre poche. Ouais, je pense que les gens se rendent pas compte de la pression énorme que c'est. Et en même temps, enfin, comme tu le soulignes là avec l'exemple pour Axel Lousteau, c'est quand même tellement essentiel de pouvoir révéler ce genre d'affaires. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression à un moment donné que en ce moment, on peut multiplier les révélations les plus importantes et finalement, on n'arrive pas à avoir des effets, je veux dire, comment dire, des effets d'écho dans les grands médias. Je pense par exemple, tu vois, à l'affaire Martina Rambourou, on a quand même une star mondiale du rugby assassinée en plein Paris par 2 membres du GUD, Marianne qui révèle des soupçons sur le versement d'une caution de 25 000 euros par un proche de Marine Le Pen. Personne n'en parle, personne C'est pour Lousteau, creuser. hein, le proche de Marine Le Pen, hein. Oui, d'ailleurs, Axel Justo, c'est vrai. Exactement. Enfin, on se dit, mais c'est fou. Il y a 2 semaines, d'ailleurs, les deux principaux suspects, Loïc Lepriol et Romain Bouvier, étaient renvoyés devant la cour d'assises, où ils vont être jugés pour meurtre. Et c'est le genre d'info qui fait 10 fois moins de bruit médiatiquement que la dernière polémique sur un tweet de Sandrine Rousseau ou de Mélenchon. Pareil, le procès des assistants parlementaires du RN, on en parle un peu, mais à peine. Et à nouveau, ça va être noyé sous le dernier fait divers, la dernière polémique. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que, en fait, faire du vrai journalisme d'investigation, qui est un journalisme qui peut changer les choses, comme tu l'as démontré tout à l'heure avec l'exemple que tu as pris, est-ce que c'est pas en train de disparaître, et ça devient pas quasiment impossible, où on a l'impression en fait que dans la guerre de l'information dans laquelle on est aujourd'hui, quoi qu'on dise, ça n'aura pas de conséquences, même les plus grosses révélations, même les trucs les plus tonitruants, parce que ce sera écrasé par en fait une polémique médiatique à la con, et en fait où l'information se perd derrière, je sais pas comment on pourrait dire, du divertissement informationnel, quoi, d'une certaine manière. Je suis un poil plus optimiste que toi, mais ça doit être je suis de nature optimiste, je crois. Je pense que, alors, quand sur le dossier Aramburu, il y a eu une défaillance médiatique incroyable. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là, je suis totalement d'accord avec toi. Après, quand nous, on publie, les enquêtes sur, Loïc Lepriol et Romain Bouvier dans les jours qui suivent, il se trouve que Loïc Le Priol, on avait écrit, enfin, c'est aussi l'intérêt de faire du travail au long cours, c'est que Mhm. Loïc Le Priol, c'est quelqu'un sur qui on avait écrit 4 ans plus tôt. Il était déjà dans nos radars, on a déjà sorti des trucs, et on a sorti plusieurs papiers. Ils ont fait des audiences délirantes chez nous. Parce qu'en Mhm. fait, quand il n'y a pas l'info dans les médias sur TF1, etc., ou en une je sais pas, du Monde, eh ben, les gens vont aussi la chercher ailleurs. Et donc, en fait, bah, on a fait, je sais plus d'1 million de vues, sur l'enquête, à ce moment-là, écrit. Et mais bon, il y a quand même un énorme problème. Après, sur l'impact, il y a des moments où effectivement, tu as l'impression un peu de te battre contre des moulins à vent, tu y arrives pas, et cetera. Et puis il y a des moments, tu vois, la période des législatives où, Ouais. bah, il s'est passé un truc. Mhm.
Il s'est quand même passé un truc. Moi, quand il y a les législatives, il y a la dissolution. Le soir de la dissolution et dans les quelques premiers jours, je suis terrifié. Vraiment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là et je pensais même pas que je pouvais réagir comme ça, je sais pas, je suis souvent distant, Mmh. je prends les choses un peu à la légère, je suis pas quelqu'un qui prend à cœur, au quotidien chaque chose du paysage médiatique. J'ai la chance de pouvoir mettre cette distance-là et là, je me prends une claque parce qu'en fait, je me dis: «Mais là, ils vont gagner». En fait, là, Jordan Bardella, il est Premier ministre dans un mois Mmh. et les gens disent: «Ouais, c'est pas bien», mais vous vous rendez pas compte ce que c'est Jordan Bardella, Premier ministre dans un mois. Je suis allé en Hongrie, je suis allé en Pologne, je suis allé Mmh. en Italie. J'ai vu ce que c'était en Europe, l'extrême droite au pouvoir. On fait partie d'un réseau européen de médias indépendants. Ils m'ont raconté les journalistes avec qui on bosse, heu, qui en Pologne, organisent des événements sans faire la publicité de cet événement, autrement que par SMS à leur propre réseau, parce que s'ils annoncent une date d'un événement public, ils risquent d'être attaqués Mmh. physiquement. Enfin, c'est vivre dans une espèce de peur et de clandestinité permanente. C'est dingue! Et là, je suis terrifié et d'ailleurs, quand je vois Éric Ciotti à la télévision à 13h dire: «Je me barre», nous, parce que ce qu'il dit, il faut remettre dans le contexte. Il dit: «Nous, la droite, faisons alliance avec Marine Ouais, Le Pen» les Républicains alliance avec le RN. Ouais, je me rappelle, hein, la gifle était et forte, hein. à ce moment-là, partout en Europe où l'extrême droite est passée, elle est passée à un moment parce qu'il y a eu cette alliance-là. En Mmh. Italie, la Ligue du Midi, la Ligue du Nord, Mmh. elle a fait alliance avec la droite de Berlusconi et c'est comme ça qu'elle est arrivée au pouvoir. Mmh. En Hongrie, c'est pareil, en Pologne, c'est pareil. En fait, à chaque fois, c'est l'alliance entre la droite et l'extrême droite qui a fait le premier passage au pouvoir et à ce moment-là, je sais pas que Ciotti, il est tout seul avec 3 pimpins et franchement, je suis dévasté et en même temps, donc on se lance un peu à corps perdu dans notre boulot, à Mmh. travailler nuit et jour. On a sorti, je sais plus si c'est 57 ou 67 enquêtes en 3 semaines. Ouais. C'est un travail de malade. Heu, Mes collègues, ils prenaient les listes, tous les candidats RN, tous et il y en a un qui attaquait par en haut, l'autre par en bas, le troisième au milieu et ils épluchaient, ils enquêtaient sur tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde et on a publié à la chaîne des enquêtes, les tweets machin, truc, les trucs, toutes nos réseaux, on lançait des appels à toutes nos sources, tous nos réseaux en disant: «Vous avez un truc sur n'importe qui, vous appelez, vous nous contactez» et on récupérait des trucs de partout. On sortait des papiers, des papiers, Mmh. des papiers. On a embauché des gens, dans la campagne. On a dit: «Bah, voilà, on n'est pas assez nombreux, on embauche. C'est pas grave, on verra après si on a de l'argent. Enfin, on comptera» nos finances et cetera. Après, mais on a embauché 3 personnes pendant la campagne en disant: «On n'est pas assez nombreux, on embauche 3 personnes», et cetera pour pouvoir faire plus, Mmh. mais à ce moment-là, quand même et les premiers papiers qui sortent, ils marchouillent, mais ils marchent pas de manière dingue et Mmh. là, on est là: «Non, mais c'est pas possible, en plus on sort des trucs, ça intéresse pas tant que ça» et cetera. D'abord, il y a eu les réseaux sociaux. Il y a eu quand même un truc où les réseaux sociaux, là, les gens. Pour vous donner un exemple, pendant la campagne électorale, Street Press a touché 6 millions de comptes Instagram différents. Ouais. Parce qu'avec Meta, on a les stats. Ça veut dire qu'un Français sur 10 a vu une publication de Street Press. Donc déjà, c'est un ordre de grandeur qui est gigantesque. Et donc d'abord, il y a eu les réseaux sociaux. Et puis nos papiers, donc ils tournent comme ça, mais les grands médias reprennent pas. Puis à un moment, très, très tard dans la campagne, dans la toute dernière ligne droite avant le second tour, les 4, 5 derniers jours, il y a une bascule qui s'opère, que j'ai du mal à expliquer, où là, les médias BFM fait du BFM, en fait. C'est-à-dire que BFM est monomaniaque, en Mmh. permanence. Allumez BFM, listez les 2 sujets principaux et vous allez voir, pendant 2 jours, ils ne parlent que de ça. Tout le temps. Ils ont 1, 2 sujets, ils ne parlent que de ça, puis après ils changent. Et à un moment, les médias ont décidé que le sujet, c'était ces candidats-là. Et j'avais, le red chef du JT d'M6 qui m'appelait en disant: «Bah, vas-y, qu'est-ce que tu as? Dis-nous, on va faire des trucs, quoi». Incroyable.
Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est incroyable parce que c'est des lignes avec des médias qui se créent pas normalement ou qui sont très durs à faire, quoi. M6 ne va pas aller chercher normalement chez Street Press des infos sur le RN. Alors, dans la vie ordinaire, ça n'arrive jamais. Et donc, j'ai fait le JT d'M6, quoi. J'ai fait une Waouh. interview, j'étais au JT Ouais. d'M6, quoi. Enfin, pas sur le plateau, mais dans un sujet. Euh, et franchement, il y avait un moment, on sortait les papiers, 1 heure après, France Info, BFM, on parlait, quoi. C'était en en fait, ils avaient décidé que c'était le sujet. Et là, on a vu le truc exploser. Et Hmm. c'était partout, 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 partout. Où vraiment nos infos, elles étaient reprises, mais franchement, j'écoutais France Info, ils disaient selon Street Press, nanana, BFM, il y avait un mec du RN qui arrivait, il était interrogé sur notre sujet, il y avait des trucs. C'était non-stop, quoi. Mais ça a duré 4 jours et c'est monté. Et je pense vraiment qu'à ce moment-là, ça a correspondu en même temps à la vague où tous les médias locaux, France Bleu notamment, invitaient les mecs et ils avaient l'air Hmm. c'était complètement à côté de leur pompe, ils racontaient n'importe quoi sur les plateaux, ceux qui venaient. Et je pense qu'il y a eu l'alignement faisait que les médias étaient genre c'est des dangereux et des incompétents. Et ils se nourrissaient du travail qu'on faisait. Et là, on a vu le truc. Et là, à ce moment-là, ouais, on a quand même senti qu'il se passait quelque chose et qu'on pouvait être utile pour faire ce travail-là et qu'il soit repris ailleurs et qu'il touche du monde. Il y a quelqu'un Après, il y qui a dit, plein de moments comme il y a oui quelqu'un qui ou dit qu'il t'a non. entendu sur RTL et que ça lui a fait super bien, ça lui a fait bizarre. C'est vrai, on s'attend pas, on s'attend pas. Tu mets RTL et tu tombes sur Oui, Mathieu non, mais Mollard, quoi. je faisais 3 ou 4 interviews par jour, c'était de la folie. Mais ouais, ouais. Enfin, bon, voilà, c'est marrant. J'ai fait des médias américains, j'ai fait des médias italiens, j'ai fait des Hmm. médias anglais. Enfin, ça n'avait aucun sens, ça. Et ça, Voilà. moi, je l'ai senti Après, dans les législatives. C'est vrai que des fois, moi, j'ai ce désespoir dont je te parlais, tu vois, où tu vois des infos. L'affaire Martina Ambrou, pour moi, ça a été assez dur. Parce que j'ai essayé beaucoup d'informer sur ça, j'ai écrit des articles, j'ai essayé de faire sortir un peu ce que je pouvais. Et je connais d'autres journalistes qui ont aussi beaucoup donné pour essayer de faire exister médiatiquement cette affaire qui est terrible. Et malheureusement, on ne sait pas pourquoi ça n'a jamais pris, quoi. En tout cas, pas à la hauteur médiatiquement de la gravité de ce qui s'était passé. Et en même temps, oui, pendant les législatives, moi c'est vrai que j'ai eu cette sensation, tu parlais du nombre de vues, moi c'était stupéfiant, hein. Je crois qu'en 2 semaines, j'ai dû faire 4 ou 5 millions de vues, tu vois, en quelques vidéos. Enfin pareil, j'ai ouais. cravaché à cette période, j'en sortais plein, mais parce que les gens étaient à fond, les gens repartageaient, il y avait cette mobilisation-là. Et c'est là où je me dis, pour revenir aussi un peu sur la question des réseaux sociaux et tout, que on a peut-être entre les mains de quoi faire, c'est aussi des réflexes peut-être à prendre sur quand on est spectateur, comment pousser, comment donner de la force. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais une tendance un peu négative à plus commenter pour critiquer que pour soutenir. Mais en fait, maintenant, je fais l'inverse. J'envoie quasiment plus jamais un message pour critiquer un truc quand j'aime pas. Je me dis juste, c'est pas grave, voilà. Mais par contre, j'essaie de soutenir plus parce que vraiment, ça change mais tellement la donne. Quand on est soutenu, quand on nous donne de la force et qu'on pousse nos infos, ben, elles montent, elles montent. Et puis, ça peut arriver à ce qui s'est passé. Parce que je pense que sans les réseaux sociaux, sans tout ça, peut-être que toutes ces informations ne seraient pas autant remontées. Il y a cette explosion et d'un Ouais. coup, ben, là, ça touche au but, hein. Je suis 100% d'accord avec toi et je pense que c'est pour ça que Twitch, c'est hyper bien et hyper intéressant et tout ce que tu fais, tu vois, avec tous ces gens et tous les lives que tu fais, parce que ça te demande une énergie quand même assez dingue. Et c'est créer une communauté, c'est des gens qui te suivent régulièrement, qui s'engagent. Il y a aussi, enfin, les métriques, il faut se méfier aussi de l'obsession qu'on a tous des chiffres. C'est-à-dire que les réseaux sociaux nous ont habitués à mesurer en statistiques en nombre. Et le but, c'est d'avoir le nombre le plus élevé Mm. et d'avoir des likes, du nombre élevé de toucher du monde. Mais moi, je suis persuadé que, en fait, c'est parfois plus utile de toucher un nombre un peu plus réduit de gens, mais tu les touches en longueur, ils comprennent, ils réfléchissent avec toi, ils échangent, ils discutent, ils se mobilisent, que d'avoir BFM TV où j'y vais, j'ai pas de problème, hein. Je suis allé sur BFM plusieurs fois et j'y retournerai sans doute, des fois j'y vais, des fois j'y vais pas, ça dépend des sujets et de mon envie du moment et ce que je fais parce que bon, le samedi après-midi, j'ai autre chose à foutre que d'aller sur BFM. Ouais, Heu, d'accord. mais heu, mais où les gens t'écoutent des fois en fond sonore, tu parles pendant 1 minute 30. Alors certes, tu as été vu par plein de monde, hein, mais qu'est-ce qu'il en reste? Mm. Et donc je trouve aussi que, bah, voilà, quand, on fait, sur Street Press un docu sur YouTube et que les gens, ils le regardent en entier et que c'est du travail long, que c'est travaillé,
Euh, Bah ouais, c'est cool. Alors oui, tu embêtes une vidéo dans un tweet, elle va faire des stats élevées, mais les gens ont scrollé, vu un quart de seconde. Donc en fait, il faut aussi se poser la question de sortir de combien on Mm. touche de gens et de se demander comment on mobilise des gens, comment on se mobilise ensemble. Et tu vois, ça, nous, c'est à Street Press, on s'est posé cette question et on a pu se la poser parce qu'on n'est pas du tout dans un modèle publicitaire. Mm. C'est-à-dire que sur le web, si ton modèle économique, c'est la publicité, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui voient tes pubs parce que plus tu as de vues, plus tes pubs te rapportent d'argent. Et en plus, la pub sur Internet, ça ne rapporte plus rien. Donc en fait, allez sur un article gratuit de la presse régionale, vous allez voir, il y a 2 paragraphes, une pub, 2 paragraphes, une pub, 2 paragraphes, une pub et des pubs partout autour. Euh, et en fait, ça, c'est parce que ça rapporte plus rien, donc il faut foutre des pubs partout et générer énormément de trafic. Sauf que les articles deviennent illisibles et les gens. Et donc, tu construis, pour générer du trafic, l'une des solutions très. Il y a deux choses. C'est un, les contenus, comme tu dis, un peu putassiers, quoi. Mm. Et l'autre chose, c'est si tu génères 5 articles avec un titre putassier, tu vas générer plus de trafic qu'en faisant un article qui a un titre pas putassier et qui, en plus, t'a pris beaucoup de temps à produire. Donc en fait, tu as plein de gens qui deviennent des journalistes slash créateurs enfin, qui sont même plus présentés, alors qu'ils bossent dans des médias comme des journalistes, qui doivent produire 5, 6, 7 articles dans une journée, donc Mm. qui repompent des trucs qui sont en ligne et qui font des trucs sans intérêt. Alors oui, ça fait des chiffres, mais tu n'as rien transmis et tu n'as rien partagé. Et donc, je pense que nous, comme notre modèle économique, c'est pas la publicité, mais on a pu se sortir de là. Et on peut décider à Street Press. Street Press, aujourd'hui, je crois qu'on est 18 salariés permanents à Street Press, et on sort 1 ou 2 articles par jour. Mais parce qu'on donne le temps aux gens de faire de l'enquête, du documentaire, du reportage, qu'à côté de ces articles, on va aussi sortir du contenu natif sur les réseaux sociaux. On va pas Mm. snober les réseaux sociaux. On a des gens à temps plein qui travaillent aussi à faire du contenu directement pour les réseaux sociaux. Euh, et donc, voilà. Et notre modèle économique dont la principale source, je peux détailler ensuite, j'ai aucun problème à être transparent sur le modèle économique de Street Press, hein, mais notre première source de revenus, c'est le don. Elle nous permet de faire ça. Parce que les gens, quand je raconte cette histoire de cette enquête sur la GUT Connexion, les 15 millions d'euros perdus, bah, les gens, ils se disent, bah ouais, c'est utile, donc je vais peut-être plus avoir envie de soutenir. Donc c'est vertueux Ouais, de faire non. cette enquête-là. Elle devient vertueuse et c'est pour ça que là, on lance un club en se disant, en fait, on dit pas seulement, jusqu'à présent, on disait faites-nous un don. Et là, on dit bah oui, faites-nous un don parce qu'on a besoin de ces dons pour vivre, mais on va créer un club parce que on veut que vous vous engagiez avec nous. On veut que ce soit pas juste donnez-nous de l'argent et voilà. Il va y avoir un club, on va se rencontrer, il va y avoir des formations, des très récurrentes, tout est détaillé, hein, des rendez-vous, et on va se mobiliser ensemble. Tu vois, il y a Arthur chez nous qui bosse sur ce club, là, dont c'est le boulot, hein, à temps plein d'animer ce club. Et il disait, bah, il y a plein de gens qui disent, bah, est-ce qu'on pourrait pas dire, voilà, tel article il marche pas, comme tu dis, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des contenus qui passent tous les radars. Bah, l'article il marche pas, il y a plein de gens qui nous disent, bah, Mm. venez, on va mettre des cyber, il va y avoir une cyber armée de soutien de Street Press qui va Mm. pousser l'article de ouf en allant le poster partout, l'envoyer, etc., pour lui donner de la force, pour donner de la force pour contrer les algorithmes et donner de la force à ce qui passe sous les radars. Mm. C'est se rencontrer, c'est être l'intermédiaire aussi de dire bah voilà, il y a plein de gens qui veulent se mobiliser, mais ils savent pas forcément qu'est-ce que je fais. Mm. Ça, c'est un truc qui nous revient souvent. Et ben se dire bah voilà, nous on va organiser des rencontres avec des militants et puis des militants de. Oui, il y a des militants antifascistes, il y a la Jeune Garde ou l'Action antifasciste par la Libanais, et puis il y a des gens qui ont pas envie d'aller dans ce type de militantisme qui est radical et qui peut déplaire ou faire peur à des gens. Et il y a aussi d'autres façons de se mobiliser. Donc nous, on veut présenter aussi plein de gens différents, mettre en relation, présenter le travail de ces gens, créer en fait une vraie communauté autour du média. Et si demain, là, on espère être 6 000, mais moi je suis persuadé qu'à terme, on pourrait être 10, 15 000. Enfin, c'est énorme. Si on arrive à avoir 10 000 ou 15 000 personnes engagées activement, pas juste qu'on Mm. fait un clic.
mais qui sont actifs dans la communauté autour de Street Press, dans le club, mais ce sera un truc de ouf. Ça veut dire Mais qu'on peut avoir une force de malade. Et ça, c'est un truc, j'en ai pas mal discuté avec d'autres journalistes en ligne indépendants, et j'ai l'impression que c'est vraiment le modèle auquel on est tous, enfin un peu la conclusion à laquelle on arrive toutes et tous. Moi, j'ai fait exactement la même conclusion l'année dernière. L'année dernière, j'ai un peu passé un palier sur les réseaux sociaux et je me suis retrouvé en mesure d'avoir des propositions publicitaires. Au début, je savais pas, parce qu'il fallait que je vive de mon travail, donc je savais pas si j'allais accepter ou pas. J'ai fait quelques rendez-vous avec des marques pour voir si moi je me sentais de le faire. Et quand j'ai vu justement ce que tu disais sur la métrique, la manière dont eux abordent la question, je me suis dit, mais c'est impossible, en tout cas pas avec ma manière de travailler. Et effectivement, je peux fonctionner que par le don. Et je sais qu'il y a énormément d'autres médias en ligne qui font ce calcul-là. Et en fait, ouais, on a énormément besoin des gens, on a énormément besoin de soutien. Et parfois, les gens, ils ont l'impression que il faut faire des dons énormes et tout pour nous soutenir, pour nous permettre de travailler. Moi, je le dis à chaque fois, mais tu donnes 1 euro, c'est bien, hein. Moi, j'ai 50 000 abonnés sur Instagram. Si les 50 000 personnes donnent 1 euro, laisse tomber. Je fais un documentaire par semaine, hein. J'engage des équipes, tout ce que tu veux. Et je crois qu'il y a ce truc-là d'arriver à se rendre compte que ça a un prix. En fait, le journalisme engagé, le journalisme qui fait du travail sur des temps longs, ça a un prix, ça coûte de l'argent. On pourrait faire de la reprise de Dépêche AFP en série et balancer des 5 articles ou 10 articles par jour, mais en fait, vous apprendriez rien et vous n'auriez pas d'informations. Par contre, avoir un vrai boulot engagé de fond, les enquêtes, c'est si long, c'est si dur à faire. Je crois que les gens se rendent pas forcément compte, par exemple, ce que tu disais sur le RN, par exemple, au moment des législatives, on a l'impression que les informations pop toutes seules d'Internet. On apprend qu'un tel a porté une casquette nazie, on apprend qu'un tel a fait un tweet à cette époque. Mais non, en fait, c'est des journalistes qui se bouffent le boulot, qui vont lire des semaines et des semaines et des semaines de tweets. Et pour ça, enfin des années même de tweets. Et c'est pour ça, en fait, on a énormément besoin de soutien. Et voilà, enfin, je pense que c'est important de faire comprendre ça. C'est que si on fait ça, déjà, on s'enlève le poids de la publicité. La publicité, c'est aussi ne parlez pas de tel et tel sujet parce que ça pose problème. Faites absolument des vues, donc parlez des sujets qui sont importants et tout. Et puis ça, voilà, ça permet d'aller, je trouve, sur des trucs tellement plus importants et tellement plus essentiels. Maintenant, je pense que c'est un peu un réflexe à créer à gauche de se dire, si vous voulez des médias indépendants qui existent, il faut les soutenir parce que sinon, demain, ce qui reste, c'est BFM, hein. Ouais, et puis, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, moi, je pense qu'il faut qu'on ait aucune honte à demander ces dons parce que, d'abord, il y a tout un tas de contenus qui sont sur abonnement. Et alors, Le Monde, Netflix, ne s'excusent pas de faire payer les gens pour accéder à leur contenu. Et j'ai pas de problème avec ça, hein. D'ailleurs, ils ont pas à s'excuser de ça. Et tout le monde trouve ça absolument normal de s'abonner à un certain nombre de choses. C'est-à-dire, quand on use quelque chose, on paye un abonnement, on trouve ça normal. Toi et nous, le contenu qu'on produit, on le met en accès libre gratuitement. Mm. Et quand on demande en disant, bah voilà, on fait ça parce qu'on veut toucher le plus grand nombre, qu'on veut que des gens qui n'ont pas de moyens, ils puissent aussi accéder à ce contenu-là, mais par contre, on a besoin de vivre, on a des vannes, y compris de nos potes, en disant, ah bah alors, c'est encore ta campagne, tu fais l'aumône, etc. Ouais, mais frérot, toi, t'es payé dans ton travail. Et ton travail, comme moi, quand Absolument. je l'utilise, je paye pour y accéder. Donc en fait, euh, je trouve qu'on est à la limite plus généreux à fonctionner sur le don à fonctionner, que d'obliger à payer. Mais j'ai pas de problème avec le système de l'abonnement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est normal. Et après, sur les montants, pareil. Toi, comme nous, on fonctionne sur le système du prix libre. Nous, le club, on a dit, c'est les donateurs récurrents. Le principe de donateur récurrent, c'est soit donateur mensuel, soit donateur annuel, du montant que tu veux. Mm. Et à partir du moment où tu as quelqu'un qui va dire, je vais donner 25 balles par an à Street Press, il rejoint le club. Quelqu'un qui va dire je mets 1 euro par mois, il rejoint le club. Et en plus, même, on a rajouté un système en disant si tu dis j'ai pas de thunes, vraiment, voilà. La réalité, je suis précaire, j'ai pas de thunes. Et j'ai d'autres priorités dans la vie, et je l'entends 100%. On a mis un système de membres comme les cafés suspendus. Les cafés suspendus, c'est quand tu vas au Ah, café, ouais, ouais. tu payes ton café, tu payes 2 cafés, tu en bois un, et le deuxième, il est Mm. pour quelqu'un qui a pas moyen, qui veut prendre son café. C'est un système qui a été inventé à Naples. Et ben nous, on a fait un système de membres suspendus, c'est-à-dire que tous les gens qui donnent
qui activent un don au-dessus d'un certain palier, ils ouvrent une entrée gratuite. Il y en a déjà de trucs. Donc si vous n'avez pas de thune et que vous voulez rejoindre ce club, bah, vous faites une demande, c'est écrit sur la page soutenir.streetpress.com, je crois, je mettrai dans le chat le lien. Hmm. Euh, et il y a un truc, vous envoyez juste un mail en disant voilà, moi j'ai pas les moyens, j'ai envie de rejoindre le club. À la fin de la campagne, il y aura un certain nombre de trucs. Et tout, en vrai, tous les gens qui auront demandé, à mon avis, il y aura de la place, etc. Et ben, il y aura possibilité de rejoindre gratuitement. Nous, on n'est pas en train de dire voilà, il faut absolument payer. Mais comme tu dis, on a besoin de, 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 de soutien financier pour exister. Et après, on a envie de construire cette communauté, Mhm. etc. Et on n'est Et pas les seuls. On a. je précise juste je crois qu'il y a le ou la responsable de la communication chez Street Press qui a essayé de mettre le lien. On peut pas mettre de lien dans le chat puisqu'on a eu des raids d'extrême droite malheureusement. Ouais. Donc si la modération est dans le coin, peut-être que vous pouvez leur envoyer en DM. Et sinon juste au-dessus de ma tête, là dans l'image, vous avez www.streetpress.com. Donc il y a le site de Street Press où vous pouvez passer faire un tour. Et sinon, bah, vous me l'envoyez sur Sur Street Press, vous allez sur Street voilà. Press et vous cliquez. Vous inquiétez pas, il y aura des bannières et tout. Vous allez sur Street Press. Juste en haut, il y a une bannière. Vous cliquez, vous y arrivez. Il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas, enfin, et encore une fois, on n'a pas inventé ce système. Je veux dire, tu parlais de l'UMA. L'UMA a vécu pendant des années grâce à la diffusion militante de gens qui allaient sur les marchés le Hmm. week-end vendre l'UMA. Et ça a été la force de ce journal pendant des années. Il y a les amis du monde diplomatique. Il y a cette culture-là aussi à gauche qu'on doit aussi revivifier Hmm. d'une presse qui soit pas que une presse qui appartient à ses lecteurs, en fait, qui s'en empare et qui construisent avec ses lecteurs ce qu'elle est, ce qu'elle dit, et aussi qu'on ait à rendre des comptes à nos lecteurs, en fait. Ouais, moi je pense Moi, que je... c'est une démarche importante. Et c'est cette démarche, je pense, qui vous permet d'aller faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Enfin, c'est cette liberté d'information, c'est le fait d'avoir d'en avoir de compte à rendre qu'à vos lecteurs et vos lectrices qui, pour le coup, sont intéressés, qui vous permet d'aller sur des terrains où personne ne va. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la carte depuis tout à l'heure que vous avez sorti sur Street Press il y a quelques jours. Je sais pas si tu veux nous en toucher quelques mots. C'est quand même impressionnant. Ça s'appelle la carte au FAF. C'est quoi 320 sections locales répertoriées. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la méthodologie? Comment vous avez fait ça? Parce que je crois que c'est aussi appuyé sur un truc un peu de réseau militant et du fait des lecteurs. justement ces genres de tes lecteurs dont tu parles depuis tout à l'heure. Et c'est le projet, c'était un peu l'étape d'avant du club, c'est-à-dire qu'il y a un an, on a fait une campagne en disant, on a créé une plateforme d'enquête participative sur l'extrême droite, en disant deux choses, en disant, on a besoin de vos financements, parce que c'est tout ce que je viens de dire, et on a besoin aussi de tous vos engagements, votre travail, votre expertise, vos connaissances. Et on a créé cette plateforme qui permettait, et qui permet toujours, elle est toujours en ligne, de nous transmettre des informations de manière guidée et simplifiée, c'est-à-dire, voilà, et en fait c'est tout simple, c'est un espèce de formulaire qui permet de structurer les informations. Ok, tu as des infos, tu as vu passer quelque chose, ou en faisant des recherches, tu as trouvé des choses, tu veux nous les transmettre, mais au lieu de nous les transmettre en vrac, ben voilà, dis-nous ça, parce que ça, les infos, ça va nous permettre de les exploiter. Sans Il y a des centaines de personnes qui ont participé à cette enquête participative. Donc si tout le monde nous le renvoyait en un seul bloc, pas trié, c'est très dur à exploiter. Hmm. Alors que là, grâce à cette plateforme, les infos, elles sont structurées, où ça se passe. C'est tout con, mais tiens, j'ai envie de travailler sur le Loiret. Bah, je sais, l'info, elle est définie pour que le critère Loiret, il soit rempli dans ta façon de remplir l'info. Donc, je peux tout de suite accéder à tous les gens qui ont donné de l'info autour du Loiret et voir s'il y a quelque chose qui est pertinent pour mon enquête. Voilà. Donc, cette plateforme-là, elle permettait aux gens de nous laisser des infos. Il y a des centaines de personnes qui nous ont donné des infos. Évidemment, il y a des trolls d'extrême droite, mais en fait, ils se croient malins à troller. Mais la vérité, c'est que ça nous prend un quart de seconde Ouais, ouais. d'enlever un truc de. Ça nous prend plus de temps à nous troller que nous à ne pas en tenir compte ou à l'effacer, hein. Donc, on s'en fout. Euh, Ensuite, ces infos-là, elles sont triées. On essaie de trouver les infos qui sont intéressantes. Certaines ont été des points de départ d'enquête. Et donc, on a mené des enquêtes qu'on a pu publier. Et d'ailleurs, l'enquête, j'en reviens à l'histoire de la Good Connection, c'est quelqu'un qui nous a dit, au fait, je sais qu'il bosse pour la RATP. euh, Allez voir sur LinkedIn, il y a des gens, des agents de sécurité, qui disent RATP / telle société. Donc, ça prouve qu'ils bossent pour eux. C'était ça l'info de départ. Hmm. Et on s'est dit, ah, intéressant, on a creusé, on a trouvé les sociétés, on a refait tout le montage
On a recartographié l'ensemble des sociétés, on a trouvé les appels d'offres, on a refait toute l'enquête, voilà, à partir, mais ça venait d'un lecteur. Et ensuite, toutes ces infos-là, ça a été un point de départ. Certaines ont donné des enquêtes, d'autres ont servi à cette cartographie. Et la cartographie, notre but, c'était de recenser de manière exhaustive l'ensemble des groupuscules ou sections locales actives en France. Et c'est là où on arrive à ces 320 entrées. Il y a eu un travail de titan qui a été mené par Daphné Deschamps, Arthur, Christophe, un petit peu moi, mais moins qu'eux. Donc je rends vraiment hommage à mes collègues qui ont fait un travail de titan, parce qu'il faut se rendre compte, aller sur cette plateforme et regarder chacun des, chaque entrée, c'est une fiche détaillée avec des photos, avec l'histoire du mouvement, les figures principales, les faits ou les méfaits. Voilà, c'est des infos. Certaines, on s'appuie sur des infos qui étaient dans la presse, mais d'autres sur des infos non publiques. C'est de l'enquête. Et justement, tout ça, c'est grâce en partie au lecteur et tout un travail là. Et ce qu'on se dit, c'est une base de données qui se veut exhaustive et qu'on va mettre à jour régulièrement pour qu'elle soit à jour. Alors, on ne va pas le faire chaque semaine, parce que sinon on ferait que ça, mais au moins une fois par an. Euh, et qui fait que quand il va se passer quelque chose, on saura à qui on a affaire immédiatement. Ça vient de là, parce qu'en fait, Il y a quelqu'un j'avais qui, parti. qui demande dans le chat comment faire pour envoyer des infos sur les groupes de FAF. J'ai envoyé un DM pour parler d'un groupe de hooligans de Toulouse, mais il n'a pas été ouvert sur Instagram. Ce n'est pas un reproche, ils doivent en recevoir beaucoup. Donc du coup, est-ce que c'est encore possible de le faire, ça, aujourd'hui Ouais, bien sûr, la plateforme. Alors, On peut avoir le je nom de regarde la... mon téléphone en même temps pour retrouver le bon URL, etc. Ah, vas-y, en même temps, Mais la plateforme, je voulais elle expliquer est un toujours petit en truc. ligne, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Bah, c'est simple, vous allez sur streetpress.com. Le Ouais. premier article, enfin, en haut, il y a faites-nous un don. En dessous, juste en dessous de la bannière, il y a la carto. Alors, non, une vidéo qui est tirée de la carto. Et ensuite, il y a un article où il y a marqué participer à la plus grande enquête participative sur l'extrême droite. Vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur la carto. On répond pas forcément à chacun, ça veut pas dire qu'on s'en sert pas. Et encore une fois, il y a eu des centaines de personnes et des fois, une info, elle est utile longtemps après. Hmm. Mais Et c'est ça que je voulais souligner, c'est que vous vous rendez pas compte, mais toutes les infos que vous donnerez, elles sont stockées, elles sont gardées, et ça permet plus tard, par exemple, quand il y a une affaire comme l'affaire Martina Rambrou, on voit un mec qui s'appelle Loïc Lepriol qui est du GUD, d'aller chercher, mais attends, il est dans quelle section? Ah, mais il était dans la section locale de tel endroit, il était avec telle personne, et ça c'est vraiment hyper précieux pour enquêter et travailler sur le long terme. Donc on a vraiment besoin de vous, je pense que les médias, parce que moi maintenant je fais plus d'investigation, on va dire, mais c'est hyper important. Ah ben on a Mister Le qui a la modération qui a mis le lien dans le chat, comme ça vous pouvez cliquer directement et aller tout de suite dessus. donc il y a voilà. Donc cette plateforme est toujours active. La carto, allez la voir. Enfin, elle est vraiment cool. Et même petit truc, allez, il y a un article avec la carto qui est en embed, mais allez même mettez-la en plein écran pour profiter de l'ergonomie, parce que cette carto, elle a été développée aussi. On a travaillé avec une boîte qui s'appelle Upian. Qui est une boîte spécialiste dans le développement d'interfaces numériques spécifiques pour les médias et qui a fait tout un développement pour qu'elle soit interactive, pour que, en gros, quand vous arrivez sur cette cartographie, vous rentrez le nom de votre ville dans le petit moteur de recherche, ça zoome, ça vous emmène là et vous savez tous les groupes qui sont autour de chez vous, entre Et vous guillemets. allez être Ça, vous pouvez... surpris. Et vous allez être surpris. Faites-le. Vous allez être surpris de voir qu'à côté de chez vous, il y a des groupes de FAF que vous savez pas qu'ils existent. Ça, c'est impressionnant. Ah Je me ouais. suis amusé dessus et tout, à aller à droite, à gauche. On est étonné parfois de là où on trouve des groupuscules et de la forme qu'ils ont et à quel point ils sont implantés, hein. Voilà, et après, vous pouvez dézoomer, voir le nombre qu'il y a sur la France. On les a aussi catégorisés par famille idéologique pour comprendre un peu à qui on en a affaire, quels sont un peu leurs systèmes de valeurs, comment ils pensent, etc. C'est vraiment un travail qui a pris, enfin, c'est un travail à temps plein pendant des mois et des mois et des mois. Enfin, c'est vraiment un travail de titan qui a été mené par mes collègues pour faire ça, parce que chaque fiche prend un temps de dingue, quoi. Hmm. C'est comme si chaque fiche, c'était en soi une enquête, en fait. Donc, ça veut dire que et puis les photos, enfin, juste, ça veut imaginez, chaque groupuscule,
on a un carrousel de photos qu'on a récupéré. C'est pas des gens qui ont un site internet pour la plupart avec des jolies photos où ils se mettent. Enfin, faut aller les chercher. Et puis certaines, c'est aussi mes collègues, ils font de la veille, c'est-à-dire que quand les photos elles sont mises en ligne, ils les sauvegardent, ils les trucs pour plus tard, pour quand elles seront utiles et ils les archivent. Il y a tout un travail aussi de même quand on sort pas une enquête ou un article. On fait de la veille, on fait de Mm. l'archivage, on voit des sources, on rencontre des gens, on se déplace pour constituer ce réseau-là pour que quand on fait une enquête sur un sujet ou quand il se passe un événement dans l'actualité, on soit en capacité d'apporter un travail de fond. Et ça Et se nourrit, évidemment, ça se nourrit aussi, je pense, des réseaux locaux. Quelqu'un posait la question si vous aviez des liens avec peut-être des mouvements antifa à droite à gauche, énormément. des assos, tout ça. Énormément, on a des liens avec tout ça, avec des mouvements antifa, avec des associations, avec des militants politiques de différents partis, avec des citoyens qui s'intéressent au sujet et qui font du travail en local oui, ça ne nous intéresse pas toujours dans le moment, ce que votre travail, mais il est utile et c'est sur le long terme. Et d'ailleurs, on parlait de BFM, ouais, quand il y a Romans-sur-Isère et qu'il y a plein de gens qui descendent sur une ville, là d'un coup ça les intéresse, mais ils savent pas, ils ont pas les infos parce que Mm. ce travail, il faut le mener là aussi quand il n'est pas bankable, quand il n'est pas rentable, quand il n'intéresse pas les gens. Parce que, bah oui, aujourd'hui, se renseigner sur Patria Albigès, ça intéresse les gens qui habitent dans l'Albigeois, et puis et quelques spécialistes, mais BFM s'en fout. Mais il faut Ouais, quand même faire ce travail-là. typiquement les active clubs qui devraient fasciner vraiment les médias français, parce qu'on parle quand même d'un mouvement américain fondé par des néo-nazis pro-trumpistes qui ont déjà tué une personne aux États-Unis, qui sont justement un roman sur Isère. On l'a vu qu'ils ont participé aux descentes, aux ratonnades et tout, qui structurent un nouveau mouvement néo-nazi autour du MMA, du sport et tout, et qui sont hyper implantés en France, deuxième plus grosse communauté au monde. Et pourtant, c'est un truc, pour le moment, ça fait pas de bruit, jusqu'au jour où il y en a un qui va finir par tuer quelqu'un ou faire un truc horrible, hélas, parce que tant qu'on s'en fout, ça risque d'arriver. Et là, d'un coup, toute cette masse d'informations accumulées par Street Press, par d'autres médias sur le sujet, toutes celles et ceux qui en parlent, c'est là où d'un coup, ça va être hyper utile pour pouvoir dire, regardez, en fait, il y a ça, ils sont connectés à un tel, ils sont connectés à tel grand parti, tel grand mouvement, c'est essentiel. Ouais, et puis en France, les active clubs, ils se sont structurés dans ce que nous, entre nous, on appelle une interfaf. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez sur la carto, vous allez voir que souvent dans une ville, on va dire une ville moyenne, il va y avoir 2, 3, 4 groupuscules d'idéologies un peu différentes. Il va y avoir des identitaires, des royalistes, des nationalistes révolutionnaires, c'est des nazis quoi, Hmm. des fascistes. Et en fait, chacun un peu à sa ligne, mais l'active club du coin, c'est l'endroit où, quel que soit un peu son courant, on se retrouve pour aller faire s'entraîner à la baston. Et de temps en temps, on se retrouve entre potes de l'active club pour aller tabasser un noir ou un arabe ou un homosexuel, parce que quand même, c'est pas parce que le copain il est identitaire qu'il peut pas aller, je cite, casser du PD, puisque je cite l'expression hein, qui a Hmm. été employée, parce que c'est aussi dire la réalité que De ce qu'ils d'utiliser ces font, ouais. termes-là. Hmm. Que et donc voilà, et ces active clubs, je te rejoins, et d'ailleurs, on prépare un épisode vidéo qui va sortir dans les prochaines semaines, consacré aux active clubs en France, parce que c'est effectivement un phénomène très important. Ouais, je pense que c'est des sujets assez importants à traiter. On arrive un peu au bout de l'interview, ça va être l'heure que je te libère. Il y avait quand même une question assez importante qui a été posée plusieurs fois, qui revenait, qui était en fait les gens trouvent l'information de Street Press essentielle et l'information militante essentielle, mais il y en a beaucoup qui soulignent aussi que ça a tendance à les bouffer en fait à un moment en termes d'énergie parce que c'est souvent négatif, c'est souvent lourd, c'est souvent effrayant. Là, on a parlé de beaucoup de choses effrayantes. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as prévu de peut-être faire aussi passer des bonnes infos, d'avoir, je sais pas, chaque semaine un petit bilan des choses positives qui se passent à droite à gauche? Comment Alors, faire pour informer les gens et garder le positif aussi? Tu disais que tu étais un bien sûr, positif. alors, on le fait déjà. Il y a des fois, on a fait par exemple un article, une collègue avait fait un papier sur la casquette à strass de la CGT. Je vous conseille ce papier, par exemple, sur la grande histoire de la casquette à strass de la CGT ou des trucs comme ça, plus légers, marrants, positifs.
Il y en a, certes, pas toujours des tonnes, mais il y en a. Après, c'est un équilibre que chacun doit trouver. C'est-à-dire que bah moi, je sais pas, je regarde Netflix, j'aime beaucoup le soir, je regarde un petit manga, chacun son truc, hein. Moi, T'as une reco? j'aime bien les. Vas-y, reco. Les animes. Bah, à l'écrit en ce moment, je suis, mais c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Je suis sur un des spin-offs de Fairy Tail. Et comment on dit, en animé, je regarde, comment ça s'appelle? Putain, j'ai regardé hier soir. Demon Slayer, qui est Ah, vraiment c'est cool. très très bien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Qui est vraiment cool. Donc là, je suis sur ça. Donc bref, c'est aussi trouver son équilibre. Et après, moi, je pense que la joie est extrêmement importante. Et que la joie, on la trouve aussi dans la communauté, dans le groupe, tu vois, dans les gens qu'on rencontre sur ton chat, ta chaîne Twitch. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont l'habitude de se voir dans ton chat et qui se saluent et qui se connaissent. Certains ont dû s'échanger leurs coordonnées, de discuter à côté et de partager des trucs. Et tu vois, on a organisé jeudi une conférence à Street Press. C'est très drôle puisqu'elle a été infiltrée par Ah. Valeurs Actuelles. Euh, Ils ont envoyé une Voilà. journaliste avec une perruque bleue, là, comme ils avaient fait. Ah, elle n'avait pas de perruque bleue, mais ils étaient deux journalistes qui se sont infiltrés au sein de Ouah. Street Press. Ils ont fait un article pour raconter leur infiltration dans un événement ouvert au public. Bravo les champions. J'en veux plus de Franchement, ces c'est gens, à j'en veux mourir de plus. rire. Vraiment. J'ai vu. Vraiment, ils ont fait le temps d'une soirée. Nous avons infiltré Street Press. Bravo les mecs. Vous êtes arrivés, vous avez passé une porte et vous êtes assis. Et en fait, en plus, au lieu de dire juste bonjour, on est de Valeurs Actuelles, eh ben, vous avez menti pour poser trois pauvres questions dont vous n'avez pas gardé les réponses parce qu'elles ne collaient pas à votre narratif d'extrême droite. Et ça vous C'est embête. Quand la hilarant. réalité, elle n'est pas assez facho, on la garde pas. Euh, donc franchement, c'était vraiment des guignols Trop drôle. absolus, quoi. Et ils ont fait un article, vraiment, je j'ai pas l'habitude de conseiller Valeurs Actuelles, mais alors celui-là, je vous le conseille. Et enfin, franchement, Vendry et je sais plus comment il s'appelait, son collègue exceptionnel, infiltré, les deux Tintins en doudoune sans manches, parce que ils avaient une doudoune sans manches, c'est même pas une blague. Euh, voilà, tout était cadeau, quoi. Et alors, ils sont venus à une conférence, pardon, je parle de ça parce que c'est beaucoup trop marrant. C'était une soirée consacrée à des journalistes en exil. Et donc, il y avait, pendant 1 heure et demie, il y a trois journalistes qui ont fui qui ont dû fuir leur pays parce qu'ils étaient en danger de mort ou d'enfermement pour leurs Hmm. révélations, leur travail, etc. Des gens qui ont fait des trucs de ouf. Et à la fin, il y a eu 5 questions du public qui portaient sur l'extrême droite parmi d'autres trucs. Ils n'ont parlé que de ça parce que ça nourrissait Hmm. leur Fantasme. narratif, Ouais. leur fantasme. Alors par contre, le fait que pendant 1 heure et demie, en fait, des gens expliquent pourquoi ils ont quitté leur pays et qu'en fait, c'est des gens qui ont eu un parcours franchement héroïque. Il y en a un qui a échappé à un enlèvement. Enfin, vraiment des gens qui, pour se battre pour la liberté d'expression, la démocratie, ont fui leur pays, quitté des situations qui étaient plutôt confortables. C'est ce qu'ils racontent tous. C'est qu'ils disaient, nous, là, au pays, on vivait bien. On était des gens qui avaient plutôt des bonnes situations et on a fui pour rester libre dans nos propos et parce que Hmm. nos enquêtes ont dérangé. euh, L'un, une dictature militaire, l'autre, Poutine, enfin, c'est des régimes autocratiques. Et alors ça, il n'y a pas un mot sur Hmm. leur histoire. Ça, c'est embêtant parce que bon, c'est quand même pas des mauvais. C'est dur de les faire passer pour des horribles migrants qui viennent coloniser leur pays, Ouais, notre ou pays, des quoi. horribles woke déconnectés de la réalité. Là, ça marche plus, ouais. Voilà, Ouais. donc en fait, ils en parlent pas du tout, hein, parce que c'est emmerdant et donc ils ont fait un papier complètement, caricatural et ce qui est drôle, c'est que donc, je forcément, je les ai un peu vannés, sur Twitter, sur les réseaux sociaux et tout et en fait, ils se sont fait tailler et j'ai beaucoup aimé parce que les gens les ont vannés et en même temps, il y a pas eu de harcèlement, de menaces et tout. Hmm. J'ai regardé les commentaires, personne n'est allé les insulter et cetera et les a vannés, a fait des petits montages qui étaient plutôt drôles et j'ai reparlé avec eux même et ils ont dit: «Bon, ça va, OK, c'est bon, c'était le jeu, vous avez» enfin, ils ont dit en gros: «Bon, vous aviez raison de nous vanner comme ça» et voilà.
Mais bon, très bonne histoire de l'infiltration de Et, valeurs et du coup, actuelles. pour boucler sur le positif, ce que tu voulais dire, je pense, c'est que dans ces moments-là, dans ces événements, Là, on se rencontre, on ouais, se en fait, parle et on se soutient. on on se soutient et on passe des bons moments, on boit des coups, on discute et Hmm. évidemment que enfin on se connaît pas dans la vie de tous les jours, mais moi je suis pas un moine soldat, j'ai des loisirs, Hmm. je m'amuse et c'est important de ça et effectivement, c'est important et voilà mais mais oui, c'est un peu plombant ce qu'on raconte, je suis désolé. Non, mais t'excuses pas déjà. C'est hyper important. Je pense que c'est très utile et t'en as fait la démonstration pendant ces 2 heures. Un énorme, énorme merci à toi d'être venu. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je Bah, crois que congé. c'est clair que soutenir Street Press, c'est très important. Soutenez Street Press, soutenez le journalisme indépendant. On en a énormément, énormément, énormément besoin. Et puis et soutiens Mathieu aussi, grâce aux dons sur Twitch, et Avec, voilà et puis ouais, donner 1 € à chacun et puis voilà, voilà, 2 euros, c'est et ça coûte quoi? avec Voilà, 2 mais € de bah, écoute, merci beaucoup Mathieu, merci d'avoir été avec nous. On va suivre toutes vos sorties dans les semaines qui viennent avec beaucoup d'attention. Un énorme, ouais, énorme merci pour le taf aussi à toutes tes équipes, hein, parce que vraiment, moi je trouve ça essentiel et comme je le disais au début, c'est hyper important. Enfin, moi, quand je faisais du terrain et des enquêtes, d'entendre parler de certains sujets dont personne ne parle et de voir qu'ils sont représentés, qu'ils ont une existence médiatique, ça permet aussi d'avoir du poids quand on se retrouve, que ce soit en télé ou dans des débats pour appuyer nos propos. Donc c'est incroyable. Et puis bah écoute, à la prochaine, avec grand bah, plaisir. carrément, avec grand plaisir et puis, n'hésitez pas, mes réseaux sociaux sont ouverts, donc si les gens ont des questions, qu'ils hésitent pas. Voilà, je suis évidemment très content de discuter avec les gens, des fois je mets du temps à répondre, mais globalement je réponds et continuez tous, dans la joie et la bonne humeur à vous mobiliser et puis on se retrouve, bientôt.